Web TV. Nous vous proposons ce soir le premier numéro de l'émission Dimanche Tout est permis et nous recevons pour ce premier numéro Nouroudine Saka Saleh. Il est juriste et leader d'opinion. Sur ce plateau, j'ai avec moi Anoud Mahou du site d'information Le Portage qui va m'accompagner dans l'animation de cette émission. Anoud, bonsoir. Bonsoir, cher ami Koshimo. Bonsoir, monsieur Nouroudine Saka. Si je savais que c'était un piège qui m'était tendu pour une émission où tout est permis, ben, je ne serais pas arrivé. Hein. Sauf si vous me laissez aussi vous sniper comme vous allez le faire. Déjà, vous nous promettez de tout dire sans embâche. Ah, en tout cas, vous allez en entendre. Hein. Si tout est permis, dimanche, vous allez en entendre. Alors, vous êtes, nous dirons déjà que vous êtes membre d'un parti en gestation, les démocrates. Vous étiez hier, sans doute, côté de l'Union fait la Nation. Pourquoi ce virage? L'Union fait la Nation, je n'ai jamais été membre d'un parti politique avant celui-là. Proche. Non, je connais personnellement des patrons de partis. J'ai été plus proche de Abdoulaye Biotchane que de l'Union fait la Nation. Donc, ma première expérience en tant que militant politique, c'est justement au sein du parti Les Démocrates. Je conteste cette appellation de parti en gestation. Nous sommes déjà une famille politique. Vous n'avez pas encore le récépissé. Mais bon, le récépissé, pourquoi faire concrètement? Est-ce que le récépissé nous empêche de nous sentir membres d'une même famille politique? Mais ça doit vous permettre de justifier votre existence légale. Oui, aux yeux de qui? À quelle fin aujourd'hui? Ceux qui ont je ne veux pas me moquer de quelqu'un, mais ceux qui ont des récépissés et qui sont allés aux élections sans figurer dans les conseils municipaux, est-ce que leur situation est plus enviable ou moins enviable que la nôtre? Nous savons que nous sommes victimes d'une mauvaise foi manifeste. Combien de partis politiques ont passé plus de 3 mois pour obtenir un papier qui n'est qu'une déclaration administrative? Absolument aucun. Donc cette conception de parti en gestation, je trouve que c'est prêter flanc en fait à la mauvaise foi du gouvernement, parce que nous considérons déjà que nous sommes un parti politique. Nous sommes déjà existants, nous sommes en train d'installer toutes nos cellules dans les arrondissements, sur tout le territoire. Que le gouvernement prenne le temps pour délivrer ces récépissés, ça n'engage que. Nous, on considère qu'on fonctionne déjà normalement comme un parti politique. En gestation ou pas, nous n'avons pas une échéance qui nous oblige à présenter un parti politique. Quand nous allons discuter avec nos militants, ils ne nous demandent pas où est votre récépissé pour parler avec nous. Donc, la prochaine élection qui nécessite un récépissé, c'est celle de 2023, si le calendrier doit rester tel qu'il n'y a pas de bousculade par rapport à cela. Donc, nous sommes un parti politique. Les démocrates, c'est un parti politique. Et tout ce qui est mis en branle pour retarder l'échéance de l'octroi de ce droit administratif démontre en fait que c'est un parti, même sans son récépissé, qui pose déjà problème à certaines personnes. Donc il faut rectifier, tout est permis, mais tous les raccourcis, toutes les gesticulations ne sont pas permises. Nous sommes un parti politique, nous demeurons un parti politique, n'en déplaise à ceux qui se disent qu'il faut mettre le coude sur le récépissé pour nous empêcher d'exister. Ça ne nous empêche pas de grandir. Vous êtes dans les couloirs, vous êtes toujours dans les couloirs du ministère de l'Intérieur. Parce que nous sommes respectueux. Parce que nous sommes un récépissé. Non, c'est pas qu'on tient au récépissé. C'est un droit. On n'est pas en train de demander une faveur. Aujourd'hui au Bénin, il y a un parti politique qui est dirigé par quelqu'un qui a été condamné par la justice, oui ou non? Vous voulez parler de quel parti politique? Je pense que vous êtes des journalistes, hein? Vous êtes censés être plus cultivés que moi, plus connaisseurs que moi de l'actualité. Il y a un parti politique qui est dirigé par quelqu'un qui a été condamné officiellement par la justice. Donc si on doit respecter les choses, il y a eu un moment où ils avaient demandé à tous ceux qui avaient au sein de leur instance dirigeante de parti, des personnes seulement recherchées, de les retirer du parti. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un parti qui a à sa tête quelqu'un qui est condamné officiellement par la justice? Je n'ai rien contre ce monsieur, c'est même mon griot. De qui vous parlez? Sans faire de langue de bois, il ne faut pas que ça donne l'impression que Sabi Sirakorogone, c'est mon griot. Je suis Wassangari, il est mon griot, il est de la caste des griots. Il a été condamné par la justice, tout le monde s'en est offusqué. Quel a été le traitement judiciaire après sa libération? Est-ce qu'il a recouvré tous ses droits civils et politiques? On ne sait pas, mais il est dirigeant d'un parti politique. Son parti a eu son récépissé dans les brefs délais. Qu'est-ce qui justifie? Quelle logique justifie qu'un parti fasse plus de 3 mois pour obtenir un papier qui atteste de son existence? J'ai ma petite idée sur ce qui peut entraîner tout cela. Mais aujourd'hui au moins, aujourd'hui,
ce qui se disait, ce que j'avais déjà dit, qu'il y avait une volonté délibérée de ne pas permettre à certaines personnes d'exister politiquement, se révèle. Avant, quand on disait que le gouvernement ne voulait pas que certains partis existent, tout le monde était en train de crier au scandale. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie qu'on nous dise qu'on ne doit pas dire que la main qui tient la flamme de notre parti est noire? Qu'on nous dise que Gorgounou est dans la Takora? C'est ce qui peut justifier qu'on ne délivre pas un document qui est une attestation à un parti politique? En refusant de délivrer ce document, ce n'est pas aux dirigeants du parti qu'on fait du tort. C'est qu'on est en train de contester aux plus petits membres fondateurs son droit de se retrouver avec d'autres personnes et décider de participer à la vie politique de son pays. Mais donc, est-ce que vous ne reconnaissez pas la pertinence aucune pertinence. certaines, pertinence zéro. Vous avez quand même... Pertinence zéro. Pertinence zéro, et je vais vous dire pourquoi. Quand on nous dit qu'il y a des attestations de résidence qui ont été signées par des chefs d'arrondissement qui ne sont plus en poste parce qu'entre-temps, il y a eu un changement au niveau communal, est-ce que c'est notre faute s'ils ne connaissent pas le droit administratif qui fait que la signature d'un élu, même si l'élu n'est plus là, n'empêche pas que l'acte qu'il a signé soit valable? C'est un peu comme si on vous disait que votre attestation de diplôme n'est plus valable parce que celui qui l'a signé n'est plus en poste. Donc pour moi, c'est aucune pertinence. C'est pertinence zéro. Mais nous avons quand même respecté, parce que nous sommes respectueux des institutions. Nous aspirons quand même au pouvoir. Ne nous comportons pas en rebelles. Nous sommes des légalistes. Donc nous avons quand même mis le gouvernement devant ses responsabilités en démontrant l'incongruité des remarques qui ont été faites. Qu'on me dise que Gorgounou s'est retrouvé dans l'Atakura, un ministre qui signe un document comme ça. Moi, je finis par me dire, bon... L'erreur est humaine, dit-on. L'erreur est humaine, et pourquoi vous facilitez le principe que l'erreur est humaine à un ministre avec toute son administration qui a vu un document et vous estimez que nous sommes crucifiables parce qu'éventuellement, on nous aurait dit de ne pas décrire la main qui tient notre flamme de noir. C'est eux qui ont créé le parti? Alors, les démocrates, c'est vrai que vous faites beaucoup de bruit. On sent pas du tout, on ne fait pas de bruit, pas du tout. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute si on parle. Mais justement, vous allez dans le même sens que moi. L'absence du récépissé ne nous empêche pas d'être sur le terrain. C'est comme ça. Vous avez un projet de société. Alors, projet de société, pourquoi faire? Vous envisagez quand même gagner et exercer le pouvoir d'État. Même si ce n'est pas en 2021. Encore que 2021, c'est la prochaine échéance électorale. Alors, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a participé à la rédaction de projets de société par 2 fois pour le candidat Abdoulaye Biotchane. Donc, c'est une question qu'il ne faut pas me poser à moi, puisque c'est le minimum des choses. Maintenant, si vous voulez parler de projet de société pour une élection donnée, ok? Parce qu'aucune loi ne nous impose d'avoir un projet de société. La charte des partis politiques nous demande seulement d'avoir une vision et une idéologie politique. Quand vous êtes quand même membre de l'opposition et vous aspirez à une alternance... Je vais vous dire, il y a beaucoup de malentendus sur le rôle d'une opposition. D'accord? Il y a beaucoup de mépris sur le rôle d'une opposition. L'opposant n'est pas obligé de proposer des choses au gouvernement. Il critique simplement. L'opposant peut se limiter à critiquer de manière dure et sévère. Je n'ai pas à donner mes idées au gouvernement. Si je donne mes idées au gouvernement, ceux qui sont payés par nos deniers publics pour travailler, à quoi ils servent? Si c'est moi, en tant qu'opposant, qui dois aller donner mes idées au gouvernement pour que le gouvernement travaille, donc ceux qui sont payés par nos deniers débarrassent le plancher parce que ce serait la preuve qu'ils sont incompétents et qu'ils attendent de l'opposition que l'opposition vienne proposer. L'opposition n'est pas obligée... Si vous dites que tout est noir et puis vous n'avez aucune alternative, alors pourquoi je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Vous avez le droit de dire que mes lunettes sont vilaines. Sans me donner une justification donnée. Vous avez le droit de me dire que mon sourire est vilain, sans me donner une explication donnée. En politique, c'est la même chose, c'est encore pire. L'opposant n'est pas obligé de proposer quelque chose. Et je vais même vous dire que moi-même, j'ai fait entorse à tout cela. Je vais vous donner plusieurs cas. Le cas du FNPEJ, ça fait combien d'années que je demande que cette structure soit supprimée? Parce qu'elle ne sert à rien et parce que l'État ne peut pas faire du financement à la place des privés. Pendant combien d'années j'ai proposé? Allez relire encore toutes mes publications à ce sujet. J'ai toujours proposé de le transformer en agence, institution financière. Ça a été fait finalement ou pas? Donc un opposant qui a proposé des choses au gouvernement. La criette. Je me suis retrouvé 3 fois sur des plateaux avec ceux que le gouvernement présente, ceux que le pouvoir présente comme leur meilleure flèche. Monsieur Jacques Migan,
M. Abraham Zizindokwe, M. Alain Orunla, le perroquet intelligent comme il s'appelle lui-même. C'est le ministre de la Communication. Non, mais parole du gouvernement. je ne fais qu'utiliser ses propres mots jusqu'à ce qu'on m'accuse de détresse émotionnelle après. D'accord? Donc, je les ai tous rencontrés sur ce domaine-là de la criette. À ce moment, j'avais dit que la criette ne présente pas du tout les garanties d'une juridiction équitable et juste. À ce moment-là, on m'avait traité de tous les noms. C'est parce que Nouroudine Saka Saleh est opposant qu'il le dit. Quelque temps après, est-ce qu'ils n'ont pas respecté à la lettre les propositions que j'avais faites pour la criette, le double degré de juridiction, ainsi de suite? C'est pour vous dire que moi-même, en tant qu'opposant, je ne suis pas obligé de proposer quoi que ce soit au gouvernement. Je ne suis pas obligé. Donc, je le fais parce que... Au niveau des démocrates, il n'y a aucun projet de société, il n'y a qu'une directive. Vous n'avez pas envie de verser vos idées au gouvernement. J'ai le droit de garder mes idées pour moi. Le parti a le droit de garder ses idées pour lui. Un projet de société, ça sera peut-être quand on aura décidé qu'on a un candidat pour la présidentielle. Ceux qui m'écoutent là, ceux dont j'ai été les conseillers, ceux dont j'ai été les adversaires, ils savent au moins qu'il y a une personne au sein du Parti des démocrates auquel on ne peut pas faire l'insulte de demander est-ce que vous avez un projet de société? Parce que j'ai rédigé des projets de société pour eux. Vous êtes candidat? Moi? À quoi? À la présidentielle, peut-être un vice-président ou un président, parce que juste là, on ne sait pas si les démocrates sont un des candidats pour cette élection présidentielle. Alors, il y a une chose qui est certaine. Il n'y a pas d'école pour devenir président de la République ou autre chose. C'est le premier jour où on accède à la fonction qu'on découvre l'exercice de la fonction. Maintenant, dire qu'on est candidat, dire que telle personne est candidate, telle personne est candidate, si j'étais tout seul, un singleton, j'aurais pu répondre à votre question oui ou non. Mais je suis dans une famille politique aujourd'hui qui est astreinte à une certaine rigueur, à une discipline de parti. Être candidat du parti nécessite un certain nombre d'étapes à franchir. Mais il faut avoir des ambitions. Ah non. Sur ce point, je pense que ce serait hypocrisie de dire que personne ne rêve de devenir un jour président de la République. Je suis très actif sur le terrain politique. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de vivre de la politique. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de manger grâce à la politique. Si les instances du parti vous désignaient pour être porte-étendard, le président ou le vice-président, qu'est-ce que vous allez répondre? Je vais aller même bien, je vais aller proprement même. Tout est permis, vous avez dit. Non. On va parler. Mais est-ce que déjà au niveau des démocrates, quand même, il y a une candidature envisagée à l'intérieur ou à l'extérieur? On a beaucoup de têtes. On a énormément de têtes et je pense que vous entendez les noms. Hein. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. On a beaucoup de têtes. Mais vous êtes là. C'est tout. Non, moi, je n'ai pas le privilège d'être dans les instances du parti, là où les choses se décident. Je ne suis que membre fondateur. Hein. Je ne suis rien d'autre que ça. Vous participez certainement au débat. Aucune réunion, aucun débat. Je ne suis que membre fondateur. Je ne suis pas dans les instances dirigeantes du parti. Donc, je ne sais pas ce qui s'y passe. Tout ce que moi, je fais, c'est de communiquer avec la base, de discuter avec la base. Et c'est dans les discussions, justement, puisque le parti existe de manière formelle déjà. Le parti existe. Pour nous, on a déjà déposé. Les diligences qu'on a faites, c'est de déposer le dossier au ministère de l'Intérieur. Donc, on considère que tant qu'ils ne nous ont pas dit non, le parti existe. Et pourquoi vous avez choisi spécialement de militer aux côtés des démocrates? Parce que ce n'est pas à mon âge qu'on va entrer dans le parti politique de quelqu'un d'autre. J'ai conseillé des hommes d'État, j'ai conseillé des personnes politiques pendant longtemps, mais je me disais ce n'était pas dans ces partis qu'il faut rentrer parce que je ne voyais pas la possibilité pour moi d'incarner un jour la figure de ce parti parce que ces instances politiques étaient créées seulement pour le combat d'une personne. Donc j'avais émis l'idée d'aller vers un certain regroupement politique. L'idée a fait son bonhomme de chemin, donc je ne peux pas militer dans le parti de quelqu'un sachant que ce n'est que cette personne-là qui sera légitime à être candidat du parti. Donc j'ai décidé d'entrer dans un parti politique où la démocratie interne est valable et où la démocratie interne existe. Ce qui fait que je ne suis pas avec les démocrates. Je suis initiateur du parti Les Démocrates. Ce n'est pas que je suis venu rejoindre les démocrates. Non. Vous êtes membre fondateur. Je suis un des initiateurs du parti Les Démocrates. Nous nous sommes entendus un certain nombre et on est allé supplier les deux anciens chefs d'État en leur disant « Vous avez une expérience que personne d'autre n'a au Bénin. Nous voulons que vous nous accompagniez. » Donc le président Yahi Boni a accepté d'être membre fondateur du parti. Le président Soglo n'a pas souhaité être membre fondateur du parti. Mais nous avons créé un parti politique parce que nous voulons quand même que personne ne vienne revendiquer la paternité de ce parti politique. Le parti nous appartient à tous. Et c'est ce que je dis à tous les membres fondateurs. Je dis, ce n'est pas X ou Y qui a créé le parti politique, c'est nous tous.
Le parti nous appartient tous. Donc, s'il refuse de donner le récépissé, c'est qu'il vous refuse à vous-même à la base de vous constituer en famille politique, de participer à la gestion de votre cité, de participer à la gestion de votre nation, parce qu'ils se disent qu'eux, ils ont aujourd'hui la possibilité de vous interdire de vous mettre ensemble. Quand le parti compte quand même s'impliquer dans l'élection présidentielle à venir 2021, alors que vous n'avez pas de parrainage, vous n'avez pas de parrain, et il se dit déjà que vous courez après des élus de la mouvance. Qui vous a dit qu'on court après les partis de la mouvance? Notre principe à nous, c'est que le parrainage ne doit pas exister. Le parrainage est une mesure injuste, malhonnête, et ne doit pas exister pour nous. Elle est de nul effet. Je vais vous dire pourquoi. Si on vous offre des parrains de la mouvance, est-ce que vous avez... Le parrainage peut être acquis. Je crois que les partisans du pouvoir, certains députés vous ont déjà montré comment ça peut être acquis. Hein. Il y en a un qui a dit combien il peut vendre son parrainage. Donc le parrainage peut être obtenu. Après, on a dit qu'il rigolait. On rigole avec des choses comme ça dans un pays normal? Ceux qui le disent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Est-ce qu'on peut rigoler avec des expressions comme celle-là? Est-ce que vous pensez que le parrainage peut faire objet de négociations financières? Absolument. De négociation, même déjà, c'est absurde. De négociation financière, c'est encore plus insultant. Négociation financière, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va aller acheter le parrainage? Des personnes qui sont payées par nos deniers publics et ils ont organisé une certaine exclusion et on va aller les voir pour négocier financièrement ce qui... Que faites-vous déjà pour obtenir ce parrainage-là? On fait tout. On fait tout ce qui est humainement et légalement possible pour que le parrainage soit sauté. Pour que tout le monde, toute personne qui puisse participer à un scrutin en République du Bénin puisse y participer, parce que nous avons vu ce que les exclusions ont déjà réalisé dans notre pays comme dégâts. Nous avons vu ce que l'exclusion réalise dans d'autres pays voisins comme dégâts déjà. Donc, je vais vous supplier, ne dites plus jamais qu'il y a eu des réformes au Bénin, au niveau politique. Mais on a eu la réforme du système partisan. Je vais vous supplier à genoux, ne dites plus jamais qu'il y a eu réforme politique au Bénin. Et je vais vous donner des exemples dans chacun des cas pour vous montrer que c'était vraiment, ce qu'on dit en fanfou, c'était vraiment de la mascarade. Réforme du code électoral. On nous dit qu'on ne veut pas de candidats fantaisistes, non? Qu'on a instauré le parrainage pour ne pas avoir des candidats fantaisistes. On est en train de se moquer d'un profil comme le professeur Joël Aïvo. Ok? Suivez-moi bien. On se moque d'un profil comme Joël Aïvo, professeur agrégé de droit constitutionnel, de droit public, doyen, ex-doyen de la faculté de droit, de la plus grande université qu'on a au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi, sollicité partout, même très récemment au Mali, par des sommités institutionnelles et tout cela. On se moque de lui parce qu'il a dit « j'ai envie d'être candidat ». Personne ne se moque de lui. Quand je dis qu'on se moque de lui, beaucoup de gens disent « il va où? Il n'a pas le parrainage, il veut aller où? Qu'est-ce qu'il raconte ?» ainsi de suite. Mais dans le même temps, souvenez-vous très bien, quelqu'un qui, aux yeux du monde entier, n'a pas pu lire un document qui lui était écrit, lève la main pour dire qu'il veut être candidat. Vous parlez de qui? Et vous, Paul Humpe, et vous me dites, et vous voulez me dire, il a dit qu'il y pense. Et ça ne choque personne. Vous venez de dire que tout le monde peut avoir des ambitions. Non, mais tout le monde peut avoir des ambitions. Pourquoi on moquerait Joël Aïvo, dont le profil est exponentiellement supérieur à celui de M. Paul Humpe? Humpe? Ne fait pas forcément de lui un meilleur candidat. Alors, qu'est-ce qu'un candidat fantaisiste? Qu'est-ce qu'un candidat fantaisiste? Je vais vous définir ma conception de candidat fantaisiste avant qu'on ne revienne aux exemples que je donnais pour vous dire à quel point on ne doit pas parler de réforme au Bénin. Candidat fantaisiste, quand on fait le calcul, le candidat fantaisiste, c'est celui qui ne fait pas 10% de l'électorat. Parce qu'on demande 10% des maires et députés ou des maires ou des députés. Pascal Irénée Koupaki, d'après vous, vous qui êtes des journalistes, c'est un candidat sérieux ou un candidat fantaisiste? C'est quand même sérieux. Merci. Il a fait 4% aux élections. Si on doit réaliser par rapport aux 10% qui sont exigés, c'est un candidat fantaisiste. OK? Celui que j'ai conseillé pendant 2 candidatures, Abdoulaye Biochane, la première fois, il a fait 3%. La deuxième fois, il a fait à peine 9%. Pourtant, ex-ministre des Finances, directeur Afrique du FMI pendant 6 ans, président de la BOAD, je passe tous les parcours de ceux-là, ils n'ont pas fait 10%. Donc, si on doit respecter leurs propres critères, les deux sont candidats fantaisistes. Et vous voulez me dire aujourd'hui
qu'il faut trouver normal la candidature de M. Paul Lumpé comme étant non fantaisiste et trouver la candidature de M. Joël Aïvo comme fantaisiste. Première incongruité de la réforme du système électoral. 1. Ils sont en train de décider pour nous qui peut être fantaisiste ou pas. Ce n'est pas eux. C'est le peuple qui peut décider de qui est fantaisiste ou pas. Deuxième incongruité. Je vais vous prendre un autre exemple. Ok? Du code électoral au regard de l'actualité récente d'hier. Joël Aïvo a voulu tenir une réunion en cercle fermé dans une concession à Porto Novo. Le maire désigné de Porto Novo aurait interdit cette manifestation. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai été triste pour les Haï non-vie. J'ai été franchement triste, notamment pour les militants, les électeurs du PRD. Pourquoi? Le maire de Porto Novo qui est là, qui a non seulement été élu par défaut conseiller municipal. On n'a aucun acte qui prouve que effectivement la manifestation a été interdite. Surtout qu'on est dans une période où, dans la plupart des communes, les manifestations, à cause les grands rassemblements, du coronavirus, le respect des gestes barrières, vous n'êtes pas sans savoir que... Alors, qu'est-ce qui leur fait soupçonner et préjuger que la réunion du professeur Aïvo, qui n'est pas la première, ne respecterait pas les conditions? Il faut constater que ça ne respecte pas et sanctionner ensuite. C'est comme ça que ça se passe. On n'interdit pas. En droit, c'est interdit d'interdire absolument. On n'interdit pas en droit. On n'interdit pas absolument. Donc, je poursuis mon raisonnement. Ce maire-là, ce maire qui est là, est-ce que c'est pour lui que les militants, que les Haï non-vie ont voté? Est-ce qu'il est là parce qu'il a reçu la majorité du scrutin? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que le code électoral, à cause de la question des 10%, a écarté le PRD qui a reçu la majorité des votes au profit de ceux qui sont élus par défaut? Surtout que le PRD a participé à cette réforme. Mais c'est pour ça que je vous dis que je suis triste pour les militants du PRD. S'ils ne s'en offusquent pas, c'est peut-être qu'ils ne sont pas assez sensibles. Mais je dis... Est-ce que c'est surtout parce que... C'est pour vous montrer encore... Non. Très proche du professeur Aïvo que ça... Oh non, 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 pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais là, pratiquement, vous prenez ça à défense. Non, non, non. Quand vous êtes rigoureux, quand vous avez des principes, vous n'avez pas besoin d'être dans la situation pour défendre ce principe. C'est pour ça que je le dis. Je ne suis pas militant du PRD. Je suis en train de me plaindre pour les militants du PRD. Et c'est le même cas pour les militants de l'UDBN. Ok? Les démocrates sont proches du professeur Aïvo. Attendez, non, mais on a dit tout est permis. Je ne fais pas de langue de bois. J'ai été viré du gouvernement. Pourquoi? Parce que je dis la vérité, non? Donc, je vais vous dire. Donc, une autre incongruité du code électoral, c'est-à-dire le maire qui est là élu par défaut. Pourquoi vous dites élu par défaut? Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est devenu maire ici d'une élection. Non, 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 non. Ce n'est pas ça une élection. Ce n'est pas ça une élection. Une élection où on écarte la majorité de ceux qui ont été élus par les populations pour leur imposer. C'est un maire imposé au Haï non-vie. C'est un maire qui a été imposé puisque sa liste n'a pas reçu la majorité des votes. C'est par exclusion à cause des 10% parce que le PRD a été écarté à cause de la règle des 10%. Que ceux-là sont aujourd'hui à la tête de la mairie de Porto Novo. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucune légitimité électorale, qui décide aujourd'hui d'empêcher les électeurs du PRD, les électeurs et les Haï non-vie en général, plus généralement, de se rassembler. Une autre incongruité du code électoral. Une troisième incongruité de ce que vous appelez réforme. Le financement des partis politiques. Je pense que vous avez vu comme moi, non? Que des chèques ont été distribués à certains partis politiques. La charte des partis politiques impose à tout parti qui a son récépissé, qui existe légalement, de détenir des sièges dans tous les départements, oui ou non? Donc c'est le fonctionnement d'un parti qui coûte cher. Est-ce que le PRD ne figure pas au conseil municipal de Porto Novo, ou bien des Agégué, ou bien d'Adjara, parce qu'il n'a pas voulu y figurer? Le PRD est allé aux élections, non? Donc la loi, même sur le financement des partis politiques, est une loi injuste. Parce que certains sont allés aux élections, mais parce qu'ils ont été écartés, on ne leur donne pas aujourd'hui le bénéfice du financement public des partis politiques. On l'a donné aux plus méritants. Quels méritants? Les partis éligibles aux yeux de la loi. Mais vous vous moquez de ma tête ou quoi? Qui est plus méritant que qui? Ceux qui sont là aujourd'hui au conseil municipal de Porto Novo sont plus méritants que le PRD. Ceux qui sont aujourd'hui au conseil municipal de Calavi. Le PRD n'a pas obtenu 10% des suffrages. Mais est-ce que c'est parce que le PRD n'a pas participé aux élections qu'il ne mérite pas d'avoir
Donc, vous pensez qu'il faut... Et le bénéfice? Le financement public doit être... Mais c'est une mesure injuste, parce que les charges des partis politiques, tels qu'ils sont constitués, si la loi vous reconnaît une existence légale, et je suis en train de parler justement hors passion, parce que je suis d'un parti qui n'a pas le récépissé, donc je devrais même me taire et ne pas aller au secours de ces partis-là qui sont en souffrance. Il y a combien de partis régulièrement inscrits aujourd'hui au Bénin? Il y en a 11 ou 12, je crois. Ces partis-là, vous pensez qu'ils n'ont pas besoin d'un accompagnement public? C'est parce qu'ils n'ont pas des élus, qu'ils n'ont pas des charges. La loi leur impose d'avoir des bureaux dans tous les départements. Les bureaux se payent avec quoi? Avec Aloco? Ces bureaux se payent avec quoi? Donc ceux-là, justement, sont victimes des mauvaises lois qui sont faites. Parce que le financement public des partis politiques doit être juste et équitable. Ce n'est pas parce que certains, et le cas du PRD, de l'UDBN, du MOEL, machin, est encore plus triste. Parce que eux, ils sont régulièrement inscrits. Ils ont des charges. Le PRD, c'est parce qu'on l'a écarté à cause de la règle des 10% qui n'a pas de conseillers municipaux. Et vous décidez que c'est seulement ceux qui ont des élus, députés ou conseillers municipaux qui ont accès... Il faut trouver des critères pour quand même, pour que tout le monde, tous les partis ne s'estiment pas ou ne disent pas qu'ils ont le droit d'office d'avoir le financement. Il faut trouver des parle de critères. l'argent public, les amis. On parle de ce que vous et moi cotisons dans la caisse Oui, publique. mais après, l'argent public, on ne peut pas forcément le distribuer à tout le monde. C'est pour vous dire encore une fois que c'est une mesure injuste. Vous n'êtes pas en train de me prouver que ce que je dis est faux. Vous êtes en train de dire juste de trouver des échappatoires au gouvernement, mais c'est une mauvaise loi. C'est une loi qui crée des amis parmi les soutiens. Tous les partis dont je parle, ils sont tous soutiens, non, au chef de l'État. La FCBE est de l'opposition. FCBE est de l'opposition? Ah bon? Ah ben je savais pas. Donc ils sont tous soutiens au chef de l'État, les partis que j'ai cités, PRD, MOEL, Bénin. Mais eux, ils n'ont pas droit à l'argent public pour faire fonctionner au moins leur siège. Ils sont obligés d'avoir certaines activités statutaires. Tout ça là se paye. Tout ça là se paye. En ne le faisant pas, ils sont en train d'encourager la corruption, le détournement de fonds publics. Parce qu'il y en a qui sont à la tête de partis politiques alors qu'ils sont fonctionnaires d'État. Comment ils financent leurs partis politiques? Donc ça, c'est encore une autre incongruité de ce que vous appelez réforme. Ok? La réforme encore, on ne finira jamais. Si on doit aller dans le détail. Donc, s'il vous plaît, ne dites plus jamais. Il n'y a rien de positif dans la réforme du système partisan. Ne dites plus jamais qu'il y a eu des réformes au Bénin. N'utilisez même plus ce terme-là. Ce ne sont pas des réformes. Ce sont juste des règles pensées pour arriver à une situation d'exclusion. Mais vous savez, point final. Vous savez qu'avant l'arrivée du président Patrice Talon, quand même, les acteurs avaient déploré ce multipartisme intégral qui a dépiécé un peu la cohésion nationale. Et puis, les acteurs avaient souhaité quand même qu'on puisse cerner quand même le paysage politique. Ce n'est pas du fait du régime forcément actuel. Combien de fois c'est mauvais en soi de combien de fois à cerner le paysage politique. Combien de fois vous avez eu du mal à reconnaître votre logo sur un bulletin de vote? C'est pour ça qu'il faut avoir 500 partis. Je vous demande, combien de fois vous avez eu du mal? Non, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Est-ce que vous connaissez combien de partis il y a en France? La comparaison n'est pas... Il y a plus de 600. Non. C'est pour vous dire en fait que ce sont... Si la loi était appliquée au Bénin, si les institutions du Bénin fonctionnaient normalement, il n'y aurait pas plus de 10 partis politiques existants et régulièrement constitués en République du Bénin. Comment? Parce que justement, la loi, la charte des partis politiques qui existait, donnait déjà les critères de rétention des partis politiques au fil du temps. C'est-à-dire, si un parti politique n'est pas allé aux élections après un certain nombre de fois, il disparaît. Si un parti ne respecte pas certaines conditions, il disparaît. C'est le manque de rigueur de l'État. Et c'est les gouvernements successifs qui ont été non rigoureux pendant tout le temps qui a fait que nous sommes encore dans ce fantasme de multitude de partis politiques. Oui. Si vous connaissez un peu l'Assemblée nationale telle qu'elle a existé depuis les années 90, vous verrez que maximum 8 ou 9 partis sont représentés à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement voulait corriger les choses, ce que vous reprochez. Le gouvernement n'a rien corrigé. Arrêtez de dire qu'il y a eu réforme. Il n'y a eu aucune réforme. Ce sont juste des règles qui ont été préétablies pour arriver à un dessein donné. Et le dessein, c'était l'exclusion. La belle preuve, c'est que pendant la désignation des maires, pendant l'élection des maires, aujourd'hui, il y a 2 types de maires. Il y en a qui ont été élus, il y en a qui ont été désignés. Pendant cela, parce que ça n'arrangeait pas une certaine frange du pouvoir, ils sont allés s'asseoir en procédure d'urgence pour revoir l'interprétative, ils ont appelé ça. Oui, loi interprétative. Oui, loi. Alors dites-nous ce que vous... N'appelez plus ça loi interprétative non plus. Ça a même du mal à sortir
de ma pauvre bouche. Une loi interprétative ne vient pas rajouter des dispositions nouvelles, ne vient pas changer des dispositions à la loi existante. Il faut comprendre un peu français. La loi interprétative vient expliquer. Et ce n'est pas une loi qui vient expliquer une autre loi, c'est un décret qui explique une loi. S'ils ne sont pas capables de savoir que c'est un décret, une norme inférieure à la loi qui vient expliquer la loi, et qu'ils vont nous sortir des termes du chapeau interprétatif, bon, ça le problème. Oui, je suis d'accord que vous êtes dans votre pot de démocrate, mais ça n'a rien à voir. Dites-nous alors ce que vous retenez de positif dans la gouvernance du Parti Talon. Sur le plan économique, social. Ça, je remarque que la présidence a changé d'aspect. Ça, c'est quelque chose de très visible et de très louable. Vous saluez au moins, donc... on a un joli palais. Hein. On a un joli palais et les Béninois sont heureux. Ils sont affamés mais heureux. C'est ce que j'ai entendu. Si on était dans un pays normal, le député qui a fait cette déclaration... Il s'est expliqué après. Enfin. Je pense que si on était dans un pays normal, un député, c'est-à-dire quelqu'un qui vit des deniers publics, quelqu'un qui vit grâce aux efforts économiques des populations, il dit cette déclaration, c'est le journaliste même qui est en train de l'interviewer, qui va le corriger, qui va le rectifier sur le champ. Parce que c'est une insulte à la nation entière. On ne peut pas dire qu'on est dirigeant et bénéficiaire des deniers publics d'un peuple qui a faim. Vous voulez dire, donc, qu'il n'y a rien de positif sous le régime du président Patrice Talon? Est-ce que vous me demandez si je suis impressionné ou bien si je vois certaines choses? Mais dites-nous alors ce qui vous a touché au moins de positif. Le niveau d'attente n'est peut-être pas le même. Oui. Moi, je suis peut-être moins impressionnable par certaines choses. Je vais vous dire, je ne peux pas féliciter un gouvernement qui fait des routes. Pourquoi? Parce que je pense que même le dernier Cabri, président de la République, va faire des routes. Le Bénin, il faut être honnête, j'ai été opposant à la gouvernance Yahi pendant les 10 années. J'ai été opposant à la gouvernance Yahi pendant les 10 années. Donc, opposant à une gouvernance, ça veut dire que vous êtes opposant non pas à une personne, mais au style de gouvernance. Et qui sont ceux qui incarnent le style de gouvernance? Ce sont les personnes qui ont été choisies, oui ou non. Donc, en toute logique, vous voulez que je sois opposant au régime Yahi et vous ne voulez pas que je sois opposant aux mêmes personnes qui ont été dans le régime Yahi et qui sont à 100% évidemment, dans le nouveau régime. Vous êtes actuellement avec le Yahi, vous êtes toujours avec le président Yahi. Je suis opposant à la gouvernance Yahi qui était incarnée par certains hommes. Dites-moi qui est nouveau au sein du régime Talon? Vous êtes avec le président Yahi aujourd'hui? Non. Dites-moi, qui est nouveau au sein du régime Patrice Talon? Qui sont les anciens il y a beaucoup de nouveaux. Il y en a même qui se sont tapés le luxe. Il y en a même qui se sont tapés le luxe de revenir aux mêmes fonctions ministérielles. Jean-Michel Abimbola était ministre de la Culture sous Yahi. Il est redevenu ministre de la Culture. C'est à cause de sa compétence qu'on l'a ramené. C'est pour ça que je dis, j'étais opposant à la gouvernance Yahi. Je ne peux pas être soutien de la gouvernance Talon qui a en son sein les mêmes personnes. Okunlola est nouveau. Pascal Irénée Koupaki est nouveau. Adam Bissam est nouveau. Rachid Wadamasi est nouveau. Tous les déglas, ils sont nouveaux. C'est peut-être les mêmes personnes, mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres figures. Quand vous citez ceux-là, quelle vision? Il y a d'autres ministres qui n'étaient pas avec Yahi. Vous avez Alain Oula, vous avez Oumia Louadaï, vous avez d'autres. C'est un ami, Alain Oula, c'est un ami. Je ne voudrais pas juger sa personne, donc je n'en parle pas. Ok? Donc, mais je vous dis, il y a forcément une certaine logique qui devrait vous amener. Si vous avez contesté la gouvernance Yahi. Très proche de la gouvernance Talon, vous étiez. J'ai été un des artisans. Vous étiez au ministère du Plan. J'ai été un des artisans de la rupture. J'ai été un des premiers artisans de la rupture. Mais justement, on peut revenir d'ailleurs sur cette actualité. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? On vous a en griffe viré. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure. On m'a sauvé. On m'a sauvé parce qu'on m'a dit que je ne devrais pas parler. C'est-à-dire, on me contestait le droit. On m'a remarqué. Aucun d'entre eux ne m'a fait. Je ne dois pas ce que je suis à un parmi eux là. Je ne suis pas devenu juriste grâce à l'aide d'entre eux, de l'un parmi eux. Donc, ce pourquoi vous m'avez remarqué, apprécié, mis au devant de la scène, c'est justement parce que j'avais une capacité de dire et de convaincre et de parler de certaines choses. Pourquoi vous voulez maintenant brider ma personne en me demandant de ne plus m'exprimer, de ne plus dire certaines choses? Oui, la position publique. On parle de position publique. Je n'avais pas pris de position publique, les amis. Mais quand on est au couvent, il y a forcément... Je n'avais pris aucune position publique.
j'avais eu un échange privé avec un de vos confrères. Avant cet échange privé, la personne avec laquelle j'avais échangé à propos de cela, c'était mon ministre. Il a jugé bon de ne pas dire, de ne pas révéler que lui et moi on en avait parlé. Je ne lui en veux pas pour ça. Chacun a son niveau de conscience, chacun a son niveau d'honnêteté. Ce n'est pas moi qui ai mis sur les réseaux sociaux ce qu'on m'a reproché d'avoir mis sur les réseaux sociaux. J'avais la possibilité en ce moment d'aller dire sur la place publique ce qu'il était. Surtout que la vague était nettement en ma faveur. Tout le monde attendait ce que j'allais dire. Tout le monde attendait de voir ce que j'aurais dit. Je n'ai rien dit justement parce que, respectueux des relations que j'avais avec la personne, je ne pouvais pas aller livrer la personne comme ça sur la place publique. Donc, j'ai endossé ce qui m'a été reproché parce que justement, je n'étais pas venu à une fonction politique parce que j'avais besoin de manger ou parce que j'avais... Je vous rappelle que je n'ai pas pris mon salaire pendant les 4 mois que j'ai fait avec le gouvernement. Du plan également, au niveau de la mairie. Au niveau de la mairie de Cotonou, j'ai démissionné en soutien à l'ex-maire qui a été injustement suspendu et révoqué. Mais également, là, vous n'avez pas pris vos prix, mais ça ne vous donne pas une aide suffisante parce que... Non, ce n'est pas une question de suffisance. J'estime que je n'ai pas assez contribué à l'économie nationale pour en vivre. Chacun a ses principes. Je n'ai pas envie de toucher à l'argent public, je ne veux pas. Mais on a dit qu'il faut quand même vivre à la sueur de son front. Vous avez travaillé. J'avais mes économies. Je savais à quoi je m'embarquais en venant travailler pour le Bénin, en venant travailler pour la nation. Et j'avais dit au ministre d'État, je ne ferai qu'un an avec vous en tant que conseiller parce que j'ai mes activités privées. J'ai mes activités privées qui me rapportent. Aucun salaire au Bénin ne peut concurrencer ce que quelqu'un se fait dans le privé. C'est pas possible, sauf à être un voleur ou un escroc ou un racketteur. Et je n'ai pas reçu ce type d'éducation-là. Donc je lui avais dit, je ne ferai qu'une année. Quand vous avez la chance que c'est vers vous qu'on vient proposer, et la proposition du ministre d'État n'était pas la première ou la plus intéressante. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne fais pas de langue de bois. Je suis très proche de Romuald Ouadani et je suis encore plus proche d'Olivier Boko. Il faut leur rendre témoignage. Olivier Boko, jusqu'à aujourd'hui, a essayé toujours de me ramener. Il faut lui rendre témoignage. Mais il sait, nous avons un degré de proximité qui me permet de lui dire non, je ne veux pas, et de lui dire pourquoi je ne veux pas. Ok? Il faut leur rendre témoignage. Donc, ce n'étaient pas les premières ou les plus intéressantes propositions que j'ai eues, qui viennent de M. Abdoulaye Biotchane, mais je me suis dit, l'éthique voudrait que j'ai soutenu quelqu'un pendant 2 élections présidentielles. J'ai été son porte-parole de campagne, ce qu'on appelait, ce qui m'avait été attribué comme poste, c'était conseiller à la riposte. Je me dis, je ne peux pas aller travailler avec un autre. Et je voyais même en termes de profil, je me disais, c'est peut-être la personne la mieux accomplie au niveau professionnel avec laquelle je pouvais travailler. Donc, quand il m'a fait la proposition, j'ai dit, conseiller juridique, je n'en veux pas parce que c'est ennuyeux dans une administration. Je lui ai dit, je suis passé à un niveau de proposition où je ne peux aller que pour un poste comme conseiller au secteur privé. Et c'est ce pourquoi j'ai été nommé. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Abdoulaye Biotchane également Je comprends que vous n'avez pas l'habitude que lorsque quelqu'un n'est plus avec celui qui l'avait soutenu, que cette personne commence à déblatérer, à verser dans les injures. Ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. On a des relations qui sont humaines. On ne sera plus jamais collaborateur ou partenaire politique. Ça, c'est clair, je le lui ai dit clairement. Pourquoi vous dites jamais? On sait jamais. On n'est plus dans le même camp politique. Mais demain, rien ne prouve que vos chemins vont se rencontrer. Je ne sais pas lequel de nous est dans l'erreur. C'est peut-être lui, c'est peut-être moi. Il est au gouvernement aujourd'hui. Donc, à l'instant où je parle, lui et moi ne pouvons plus être collaborateurs politiques. Parce que je suis son adversaire politique. Et avec Léa Dissoglo, vous avez... Léa Dissoglo est resté pour moi un grand frère et quelqu'un dont l'honnêteté m'a marqué. Toutes les fois que j'ai la possibilité de le voir quand je suis en Europe, j'ai ma famille qui y vit, je passe du temps avec lui, je le vois autant que je peux. Je ne renie pas mes relations. Est-ce qu'il est intéressé par le parti Les Démocrates? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Ah oui, on en parle très souvent. L'ex-Renaissance du Bénin est membre du parti Les Démocrates. Il y a beaucoup de personnes. Alexandre Ntonji, Joseph Tamegnon, il y en a beaucoup. Joël Godonou, un des vice-présidents du parti, c'est Joël Godonou, apparenté RB, beaucoup plus proche de Léa Dissoglo que d'autres personnes. Donc, il n'y a pas de secret par rapport à cela. Est-ce que Léa Di même serait tenté de déposer son dossier au niveau des démocrates? Léa Di ne peut pas déposer son dossier justement parce qu'il y a une décision administrative qui les empêche d'avoir les actes d'autorité, comme on a dit. Casier judiciaire, acte de naissance. Donc, il y en a beaucoup qui ne figurent pas parmi les membres fondateurs parce que justement, l'État les empêche de jouir de leurs droits élémentaires. Est-ce qu'il a exprimé quand même le désir de vous rejoindre, de rejoindre les démocrates? Parce que vous savez, vous n'avez pas... De rejoindre. Il est partie prenante des démocrates, comme je vous disais tout à l'heure. Personne n'a rejoint les démocrates. Nous avons tous travaillé à
mettre sur pied un parti politique. Oui, mais Père Soglo, Nicéphore Soglo n'est pas, en tout cas... Non, il n'est pas obligé d'y être. On est allé le supplier comme l'ancien président. On leur a dit, nous voulons avoir vos 2 expériences pour nous accompagner puisque vous vous revendiquez de l'opposition. Nous sommes pour le moment un parti d'opposition. Pour le moment, de manière circonstancielle. On est allé les voir tous les 2. Mais les sensibilités ne sont pas les mêmes. Le président Soglo peut estimer que du haut de sa stature, il ne devrait pas militer au sein d'un parti politique. Le président Yahi Boni a jugé le contraire. Le président Yahi Boni a dit, oui, je vais vous accompagner. Donc, nous avons aujourd'hui son accompagnement. Donc, et vous aviez demandé si nous étions proches du professeur Joël Aïvo. Individuellement, nous sommes très proches. Non, mais on parle, il parle avec moi, il parle avec... On est de la même formation. Ce n'est pas ce qui se dit. Ce qui se dit, c'est que, bon, les démocrates pourraient avoir comme candidat Joël Aïvo. Dites-nous ce qu'il en est exactement. Je vous ai dit que je ne suis pas membre des instances dirigeantes. Donc, je suis peut-être, et encore peut-être que vous avez un niveau d'information qui est supérieur au mien. Mais, moi, oui, l'éthique politique que moi je connais, impose que nous valorisions d'abord les membres du parti. C'est-à-dire, je ne peux pas être membre d'un parti politique et que nous ne puissions pas trouver d'abord une personne en notre sein capable d'être candidate. Et vous voulez me dire que dans notre parti, il n'y a personne qui soit capable d'être candidat? À cette élection présidentielle, on est nombreux. Il y en a beaucoup qui peuvent être candidats. Si Paul Ongwe dit qu'il est candidat, après qu'on a vu que toute la terre a vu qu'il n'a pas pu lire un document à l'Assemblée nationale en qualité de ministre. Mais là, c'était peut-être les circonstances. Après, quelles circonstances peut amener à ce que quelqu'un ne puisse pas lire un document? Il a lu d'autres documents après. Il s'est peut-être entraîné plus tard. Le président Patrice Talon, il n'est pas, en tout cas à ce qu'on sache, il n'est pas membre du BL, il n'est pas membre de l'UP, il n'est pas membre de... C'était la dernière grosse imbécilité du système. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non. C'est la dernière imbécilité que je voulais vous soulever comme mascarade. On va pas aller, on va pas aller si fort. Laissez-moi finir ma phrase, non? Il n'est pas membre du BL. Laissez-moi finir ma phrase. Le BL a désigné. La phrase a démarré, mais non. Non. Parce que tout est fermé que. Non. Je ne suis pas en train de traiter quelqu'un d'imbécile, non. Non, mais. Je dis. Non, mais le mot est gros, enfin. Pas du tout. J'étais en train de vous lister certains exemples criards de la mascarade que vous appelez réforme. C'était celle sur laquelle je voulais aboutir. La dernière imbécilité qu'on appelle réforme, c'est de dire que quelqu'un qui n'est pas membre d'un parti politique est désigné par ce parti politique-là et au détour d'une primaire est même désigné candidat de ce parti contre un membre de ce parti. C'est ça que vous appelez réforme? Mais les Béninois, on est comment? Non, mais au niveau de... au niveau de ce que je veux dire, si le bloc républicain... Jacques Aïdi n'a jamais été candidat. Au niveau de moi, le Bénin, Jacques Aïdi n'a été jamais candidat. À quoi? En tout cas, la candidature. Je pense qu'on n'est pas au même niveau d'information. Je crois avoir retenu qu'il a été battu par le président Patrice Talon. C'était une erreur de communication, sinon il y a des responsables du parti qui sont venus corriger cela. Un parti fait des erreurs de communication? Il y a des responsables qui sont venus corriger cela après. Un parti fait des erreurs de communication. Ne trouvez pas des secondes atténuantes. Laissez-moi finir sur mon imbécilité. Une imbécilité qu'on appelle réforme du système partisan qui fait que, au sein d'un parti, mais les gens se lèvent et disent « Oh non, on sent qu'on n'est pas assez capable. Donc on va aller chercher quelqu'un. » Je dis non. Je préfère prendre la chèvre de mon parti. Ils sont séduits par le bilan du président de la République. Ah, ils ont le choix. Mais pourquoi ils ont le choix? C'est un parti politique. Ils n'ont pas le choix puisqu'ils sont comptables et acteurs du bilan. Ils ne peuvent pas être séduits par le bilan. Ils sont séduits par leur bilan. Ce n'est pas le bilan du président Patrice Talon. Ce n'est pas le président. Justement, je ne connais pas le président Patrice. Si ils sont comptables du bilan et qu'en leur sein, ils désignent un candidat. Je ne connais. Non, ce que je dis, l'éthique politique que moi je connais, Nouroudine Saka Saleh, l'éthique politique que je connais, c'est que je devrais d'abord privilégier les ressources internes que nous avons dans notre parti. Pourquoi nous créons un parti si nous savons d'ores et déjà que nous allons solliciter un tiers pour être candidat, pour être notre porte-étendard? Absolument pas. Absolument pas. On voit d'abord en interne, si on n'arrive pas absolument à avoir un candidat, peut-être que là, on pourrait se décider de soutenir le candidat d'une opposition unie. Ok? Donc,
C'est pour ça que je vous Ils ont supplie. essayé, ils n'en ont pas eu. Qui ça? Le BRA peut-être essaie d'avoir des candidats en son sein. Là. Je connais au moins 2 personnes au sein du bloc républicain qui ont été candidates à la présidentielle par le passé. Ces personnes-là ne sont plus capables aujourd'hui d'être candidates. J'en ai accompagné au moins une. Vous voulez parler de Abdoulaye Tchane, c'est Quand même. Et vous voulez me dire aujourd'hui que ces personnes-là ne peuvent plus être candidates au point où ils vont décider de soutenir quelqu'un d'autre? Je ne suis pas en train de militer pour le bloc On a républicain. écouté le député Robert Bignan, il paraît même que... Qui était candidat, précisez-le. Oui, qui était candidat lui aussi. La proposition de désigner Patrice Talon serait même venue donc du ministre Abdoulaye Tchane. Là. Je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais je me dis, l'éthique que moi je connais, je ne vais pas créer un parti politique au grand jamais. Je ne vais pas créer un parti politique, je ne vais pas militer au sein d'un parti politique qui étale aux yeux de la terre son incapacité à avoir un candidat en interne. Jamais. C'est la première élection après la réforme. Peut-être qu'ils ont eu des difficultés. Ne dites plus jamais réforme. Bien bon, il y a eu réforme, même si vous ne l'admettez En pas. 2019, on n'a pas eu d'élection législative au Bénin. On a eu un référendum. Les députés sont installés. Non, on a eu un référendum. Vous demandez que certaines dispositions des lois électorales soient sautées. Si cela devrait être fait, c'est cette même assemblée que vous décriez qui devrait... Non, pas du tout. Ce n'est pas obligatoire. Par quelle magie cette disposition-là devrait être Ce n'est pas à moi de donner des idées au gouvernement. Ils ont les experts qu'il faut pour ça. Oui, mais il y a ce que n'est pas l'Assemblée. l'Assemblée. Pas du tout. Je vous le dis, ce n'est pas que l'Assemblée nationale. Quelle alternative vous proposez alors? Je n'ai pas à proposer. Ce n'est pas à moi de proposer. Ils savent de quoi je parle. Ils savent que je ne dis rien au hasard. Ils savent très bien de quoi je parle. Ce n'est pas que les députés qui peuvent remettre en cause la loi sur le parrainage. La Cour constitutionnelle? Vous êtes même plus doué que... Vous venez de prouver que vous êtes plus doué que... Non, mais je vous pose la question. Il y a plusieurs possibilités. Oui, parlez-nous de cette possibilité-là. Oh, je ne vais pas faire de la consultation gratuite. Est-ce qu'il y a eu des recours? Est-ce que vous avez Parlez-nous déposé de des cette recours au niveau de la Cour constitutionnelle? Pourquoi faire? Oui, bien, par rapport, par exemple, au parrainage que vous dénoncez. Moi, personnellement, j'ai déposé un recours auprès de l'Assemblée nationale pour expliquer la question de l'article 242. Ils n'ont pas été capables de répondre. Donc, pourquoi aller consulter cette même Cour constitutionnelle pour des sujets plus importants? Moi, je ne me ferai pas cette peine inutile, de toute manière. Oui, dites-nous comment est-ce qu'on peut, sans toucher à la loi, sauter le verrou du parrainage. Non, vous êtes avec nous en plateau, dites-nous. Les internautes. Je ne vais pas servir de caisse de réflexion au gouvernement. Ils ont créé leur caca tout seul. Ils n'ont qu'à nous sortir de ce caca-là tout seul. Ce n'est pas mon rôle de venir proposer. Vous êtes acteur, vous êtes membre des démocrates. Je ne suis pas obligé de participer à une élection. Hein. Et je vais vous dire, en avril 2019, si vous vous rappelez très bien, j'avais dit, en prévenant les acteurs de l'opposition, j'ai dit, si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, si nous ne nous arrangeons pas à être à l'Assemblée nationale en 2019, nous ne serons nulle part. Nous ne serons présents à aucune élection en République du Bénin. Est-ce que ça a manqué? Qui sont ceux qui ont participé aux législatives? Il y a eu un référendum pour les 2 partis du chef de l'État. On a bien vu le taux de participation qu'il y a eu avec le nombre de bulletins nuls. Parce que, justement, ce qui prouve que c'était un référendum, il n'y avait que le parti du chef de l'État divisé en 2 qui y allait. Il n'y avait que les partis qui remplissaient les conditions. Je vous ai déjà dit, ne dites plus jamais. Ne dites plus jamais. C'était une grosse mascarade. Peut-être de commettre les mêmes erreurs. Puis en 2021, quelles erreurs? 2021, vous n'avez peut-être pas de candidat. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous prendre 2 exemples. Il y aura quand même élection. Je vais vous prendre 2 exemples. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Si le gouvernement peut décider aujourd'hui qu'il n'y ait même pas élection et qu'on aille à un système de monarchie, essayons. Non, mais vous savez qu'il y aura élection. Donc, mais vous risquez de ne pas également figurer sur la ligne de départ. Est-ce que c'est un problème de ne pas figurer sur la ligne de départ à une élection? Ça fera encore 5 ans. Allez-y pour vos exemples. Mais quand vous allez en politique, j'ai la chance que je ne vis pas de la politique. Je ne suis pas obligé d'aller à une élection. Je ne suis pas obligé d'occuper une fonction politique. Je suis ici sur le plateau. Est-ce que j'occupe une fonction, tant au sein de mon parti qu'au sein de la République? Aucune. Je vais vous poser une question simple. Comment s'appelle le ministre de la Défense nationale de votre pays, le Bénin? Nouati. Je vous pose la question à tous les deux. Nouati. Mais c'est Fortuné Nouati. Vous êtes journaliste. Allez poser la question aux Béninois. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a un ministre qui s'appelle comme ça.
Mais je suis sur votre plateau aujourd'hui sans être une personnalité politique, sans être une personne au sein de mon parti politique. Ce que votre nom ne vous donne pas tout seul, un titre ne vous le donnera pas. Ok? Donc, je n'ai pas besoin de participer à une élection politique au Bénin. Mais au-delà de vous, Mais il y a au-delà le de votre parti. personne, nous parlons du parti. C'est pour ça que j'invite la Ça veut majorité dire que des acteurs politiques. En dehors de votre personne, il n'y a pas. J'invite quand même, la majorité des acteurs politiques à se mettre dans la posture d'être réalistes. Le pouvoir ne veut pas que nous existions. Il ne veut pas avoir une certaine concurrence en face de lui. On a vu ce qui s'est passé. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a un pays d'Afrique de l'Ouest où l'opposition n'a pas boycotté les élections. D'accord? L'opposition est allée aux élections. Est-ce que ça a empêché le président de renouveler son 3e mandat pour la 3e fois, avec le nombre de morts qu'il y a eu? Non. Un autre pays d'Afrique de l'Ouest où l'opposition a boycotté. Est-ce que ça a empêché le pouvoir de faire son coup politique et avec le nombre de morts qu'il y a eu? Donc, participer ou pas à une élection, quand on sait que les dés sont déjà pipés, ne change rien à la destination première que le président voulait. vous avez Donc, quand même c'est pour soutenu vous dire, les femmes pour marcher. Vous avez soutenu les femmes, accompagné les femmes dans cette moi, marche. Nouroudine Saka Saleh, au niveau moi, de- Nouroudine Saka les Saleh, démocrates quand même j'ai accompagnent les été... femmes. Non, je ne parlerai pas au nom des démocrates. Je parle au nom de Nouroudine Saka Saleh. J'ai trouvé que pour une fois inédite en République du Bénin, ça ne s'est jamais passé, que dans plusieurs villes simultanément, des femmes qui ne soient pas politiques décident de faire une manifestation. Allez chercher dans l'histoire du Bénin, ça n'a Il n'y a pas jamais des eu lieu. mains politiques derrière. Je ne sais pas, mais je dis, c'est la première fois qu'une action comme celle-là a été possible. Est-ce que ça fait partie de votre Toutes les stratégie? fois qu'il y a eu des manifestations au Bénin, ça a tout le temps été isolé dans telle ville ou dans telle ou dans telle ville. Est-ce que ça fait partie C'est de la votre stratégie première fois. pour- Je ne sais pas si les femmes sont démocrates ou pas, mais je vous dis, moi, ce qui m'a amené, moi, à dire que je trouve noble cette démarche, c'est parce que ce sont des femmes. Vous avez C'est la contribué? première fois que je voyais cela au Bénin. Ça ne s'est jamais passé dans plusieurs villes du Est-ce que- Bénin, est-ce que- simultanément, à la même heure. C'est une réussite qu'on n'a jamais pu, aucun parti n'a Il n'y jamais a pu pas eu de réussir cela. mobilisation, il n'y a pas senti des... Même si ce n'était que 2 mobilisation. personnes. Et ensuite... Même si ce n'était que 2 personnes. Moi, j'ai quand même vu quelques photos. Oui, J'ai vu quelques une vidéos. dizaine de personnes Où pas comme une dizaine ne de faites pas de la personnes diffamation quand même. Non, mais c'est pas la Dizaine de personnes par commune. Mais dans tous les cas, la mobilisation n'a pas été forcément ce que ça Qu'est-ce devait que être vous appelez pour, mobilisation pour la Est-ce que vous campagne avez- médiatique qui est-ce a que annoncé la est-ce que marche. vous, personnellement, vous avez souscrit, vous avez aidé les femmes? Est-ce que vous avez accompagné d'une manière ou d'une autre ces femmes qui ont... J'ai lancé un message en demandant au gouvernement de permettre à ces femmes d'avoir au moins les masques de protection et de les sécuriser. Parce qu'il y avait des messages de menaces de mort qui fusaient de partout sur des médias. Et je me suis dit, il faut vraiment être né par le siège ou être maudit, être mal né pour menacer des personnes qui nous appellent tous à la paix. Qu'est-ce qu'elles font de mal en nous invitant à nous asseoir pour parler? Donc ça s'est arrêté. Vous êtes juste arrêté à un message au gouvernement. Ah oui, Vous avez- absolument. Parce que j'estime que c'est de la responsabilité première du gouvernement. C'est le gouvernement qui a ordonné de tirer sur les populations. Une fois, oui ou non? Non, c'était pas... on La, n'en a pas dit- marche on a n'en été pas dit. autorisée. Est-ce que vous ne reconnaissez pas au moins... Quelle marche a été la bonne autorisée? foi du gouvernement? Il y a beaucoup de méconnaissance en fait de nos textes en République du Bénin. Il n'y a aucune autorisation de marche. Quand on veut marcher, quand on veut faire une manifestation, c'est une liberté constitutionnelle. On informe l'autorité. C'est une formalité Pour des raisons de déclarative. sécurité, l'autorité Maintenant, préfectorale peut dire non. oui, pour des raisons, le préfet, le maire, d'abord le maire et ensuite le préfet, peuvent décider de ne pas permettre la marche pour des raisons d'ordre public, sécurité, salubrité, dignité, atteinte aux mœurs. Mais ce n'est pas une autorisation que les populations demandent, non. C'est une formalité déclarative. Sinon, si c'était une autorisation, personne n'autoriserait une marche, puisque les marches sont destinées à manifester contre quelque chose. On ne marche pas pour soutenir, on marche pour contester. Maintenant, je vais vous donner un exemple récent de l'actualité politique. Le président de la République est parti à Ganghi. Quelques jours après la marche des... Non, il est parti visiter les marchés. C'est un attroupement non autorisé, oui ou non? C'est pour éviter les Non. chantiers. Non. Les chantiers, Dans une qui république qui doivent- se respecte, il ne doit pas y avoir 2 poids, 2 mesures. C'est un attroupement autorisé ou non autorisé? Mais... Il allait visiter dans l'exercice de ses Non, fonctions. non, Dans l'exercice non, de ses non, fonctions, non. il allait- Avant lui, les femmes ont marché librement. Dans Non. l'exercice de ses fonctions. Je suis tant en que train de président vous la inviter République, à un exercice d'honnêteté
et de constats simples. Qu'est-ce qu'on appelle attroupement non autorisé? Est-ce que le président de la République avait signalé qu'il allait visiter le marché ce jour-là? Est-ce qu'il avait informé l'autorité préfectorale, tout président qu'il soit, qu'il allait marcher? Puisque un individu lambda le fait, il sera condamné pour attroupement non autorisé. Si Nouroudine Saka Saleh se lève aujourd'hui en tant qu'opposant et dit qu'il va se promener et qu'il y a un attroupement... Vous n'êtes pas président de la République. Je n'ai pas besoin d'être président de la République pour que la loi me soit appliquée. Non, je suis désolé. Je me suis retrouvé par hasard 1 ou 2 fois avec le président Yahi sur une place publique et j'ai vu ce que ça a causé comme attroupement. Donc si on doit appliquer la loi, c'est un attroupement non autorisé, on devrait l'arrêter. Non, mais les services de police sont quand même informés. Non, soyons rigoureux dans tout ça. Les gens ne peuvent pas sortir. Oui, donc en matière de sécurité, des dispositions sont toujours prises. Donc vous reconnaissez ce que je dis. Si on était dans un système d'autorisation préalable, ça voudrait dire que le chef de l'État s'est mis dans une posture qui viole la loi. Parce qu'il s'est retrouvé à Gangui, il y a eu un attroupement. Et j'ai bien observé, au-delà du fait que j'ai remarqué qu'il y avait peut-être un petit malaise, j'ai comparé un peu les images de sa seule sortie qu'il a eue dans le Septentrion, en 2016, un peu après qu'il a été... Novembre 2016. Voilà, où il était beaucoup plus décontracté, plus à l'aise. Mais là, je sentais un peu plus... il saluait à distance. Il n'était pas dans... Mais comment est-ce que vous analysez cette attitude du président? Je ne sais pas. C'est peut-être dû au corona, c'est peut-être dû à autre chose. Mais je ne sentais pas la même personne qui était à l'aise en 2016 quand il était allé dans le Septentrion, qui avait tenu des discours. Il était à peine audible. Mais les femmes ont crié, on a applaudi, 10 ans, ils ont réclamé que... Donnez-moi une personnalité qui n'est même pas un président de la République. Et permettez-moi de lui organiser un folklore et je vous ferai mieux que ce qui a été fait. On voit la même chose, non, quand le président va voter. On voit les pom-pom girls là qui applaudissent. Après, on voit le taux de... Là, c'était une descente inopinée. On voit le taux de participation. Mais vous rejoignez ce que je dis. Si c'est une descente inopinée, c'est donc un attroupement non autorisé et punissable par la loi. Le préfet a été certainement informé de cette descente-là. Ah, vous êtes... vraiment de bons avocats du chef de l'État. Vous êtes de seuls bons avocats de la République. Non, c'est pour vous dire, si on veut être un peu plus sérieux, ce que vous appliquez aux autres, appliquez-le vous-même. D'accord? Si vous dites que les autres n'ont pas le droit, ce qui a été fait à Porto Novo hier contre le professeur Aïvo, c'est la pire des idioties, je trouve. C'est la pire des idioties. Vous voulez interdire à quelqu'un de tenir une réunion en cercle clos? Les antécédents ont déjà prouvé qu'il le faisait dans des cercles restreints et qu'il respectait les mesures barrières. Et c'est un maire illégitime qui vient interdire aux militants et aux électeurs de Porto Novo qui ne l'ont pas porté de tenir une réunion dans un cercle restreint. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il a été élu, j'insiste, il a été élu. Il n'a pas été élu. Bon, après, il n'a pas été élu maire, il a été nommé maire. Ne commettez pas les erreurs. Élu conseiller vous êtes des journalistes et vous êtes dans une posture d'éducateur. Donc les termes que vous utilisez peuvent induire ou éduquer, peuvent induire en erreur ou éduquer. J'ai dit désigné. Oui, mais avant, il a été élu conseiller d'abord. Qui vous dit qu'il a été élu conseiller? Il a été... Non. Le PRD n'a pas eu les 10%, mais les populations se sont déplacées pour aller voter pour une liste donnée. Peut-être que si le jeu était réellement ouvert, celui qui aimait là, le PRD savait qu'il fallait avoir 10% avant de compétir. Le PRD n'est pas médium pour se dire je ne pourrais pas avoir 10%. Tous ceux qui ont concouru, vous saviez que le bloc républicain allait avoir 10%? Mais vous connaissez les règles du jeu et lorsque vous participez, vous connaissez les règles du jeu, mais vous ne pouvez pas deviner ou préjuger que vous aurez les 10% ou en deçà des 10%. Sinon, à quoi ça sert d'aller à une élection si on sait qu'on n'aura pas les 10%? Nouroudine Saka Saleh, finalement, oui, sur la question des 10%, est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même une mesure qui vient dévoiler un peu la vraie capacité des partis que nous jugeons grands partis depuis plusieurs années? Est-ce que vous savez mon plus grand rêve que je fais tous les jours, ma plus grande prière, c'est qu'on ait un jour la possibilité d'auditer les dossiers politiques déposés par chacun de ces partis auprès du ministère de l'Intérieur. Si cette prière-là pourrait être réalisée un jour, je pense que vous aurez honte de votre République. Vous aurez honte de tout ce que vous avez vu là, qui se disent grands partis. Si les élections étaient ouvertes, et je vous dis, la seule chance pour un candidat de ce régime, de ce système,
d'exister, de gagner une élection, c'est l'exclusion. S'il n'y a pas exclusion, ce système ne gagnera jamais aucune élection au Bénin. Aucune, je le dis et je le maintiens. Mais on observe également une opposition décousue. On ne sent pas qu'au sein Aucune de l'opposition... opposition n'est obligée de se mettre en un seul rang comme des moutons. La seule chose que vous pouvez peut-être exiger de l'opposition, c'est qu'elle parle le même discours. Vous n'allez pas me demander d'intégrer le parti de Koshimo. Et peut-être qu'on n'a pas les mêmes options. On peut poursuivre le même objectif, vous et moi, oui ou non? Oui, mais est-ce qu'on est obligé de nous fondre dans la même formation politique? Dans quel pays vous avez vu toute l'opposition dans un seul parti politique? Même la mouvance au pouvoir, au Bénin. Il y a combien de partis politiques qui se revendiquent de la mouvance aujourd'hui? Oui, on a vu quand même la guéguerre, Zanaya Rossi. On a vu après que... Ça, c'est leur problème personnel. Vous êtes tiré la résistance, moi, il y a eu le tiré avec qui? L'opposition. La résistance nationale, vous êtes des acteurs... Je ne suis pas membre de la résistance. Les acteurs des démocrates sont quand même membres de la résistance nationale. Et après, la résistance préexistait au parti des démocrates. Mais des membres du parti sont quand même toujours avec la résistance. Vous êtes en train de parler d'individualité. Vous vous dites donc que, est-ce que on ne peut pas rester ensemble au niveau de l'opposition pour mener le combat et quitte à se dire après, bon, on soit victorieux ou pas? Je vous dis encore une fois, la seule chose que vous pouvez demander à l'opposition, c'est de parler de la même voix. Vous ne pouvez pas demander à l'opposition de se fondre en un seul parti politique. Même le chef de l'État n'a pas un seul parti politique. Il a deux partis politiques. Non, il n'est pas membre fondateur. Si vous voulez... Mais est-ce que vous ne pensez pas c'est encore les incongruités de la réforme. Les partis politiques... Ce que vous appelez réforme. De l'opposition, si c'était mis ensemble, est-ce que la force ne serait pas beaucoup plus consistante que ce qu'on voit là? Parce qu'en face, en tout cas, quand on écoute les acteurs de la mouvance, c'est comme on le dit, il n'y a rien devant, c'est du maïs. C'est toujours plus facile d'être du côté du pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué pour moi aujourd'hui de fermer ma gueule et puis applaudir le gouvernement? C'est la chose la plus bête et la plus facile qui soit. Applaudir le gouvernement, appartenir à un pouvoir, c'est la chose la plus bête qui soit. Hein. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est se taire seulement et dire tout est beau. Tout est mignon, tout est beau. Ce n'est pas du tout compliqué. L'apprentissage politique le plus important, le plus intéressant, c'est l'opposition. Parce que là, vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas de cadeau de la part du pouvoir. C'est pas compliqué. La victoire a toujours beaucoup de pairs. Beaucoup de pairs. Donc, même ceux-là qui sont en train de dire que l'opposition est décousue, eux-mêmes, est-ce qu'ils sont en un seul groupe? Il y a combien de partis aujourd'hui qui se revendiquent de la mouvance présidentielle? D'autres s'accrochent, même ils se battent pour dire qu'ils sont de la mouvance, qu'ils soutiennent quand même. Et les autres là disent non. Vous là, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. On va vous créer tous les problèmes. Personne ne peut revendiquer, personne ne peut imposer à une opposition. Donc, il n'y a qu'au Bénin qu'on voit une Assemblée nationale où il n'y a pas un seul opposant. Même dans les pires dictatures qui ont existé, aucun pays au monde, aucune démocratie qui se respecte n'a une assemblée où il n'y a pas un seul opposant. On vous répond qu'il y a une minorité et une majorité. Quelle minorité, quelle majorité? Ceux qui se retrouvent pour désigner celui-là comme candidat à la présidentielle, ceux qui se disent de la minorité, c'est le bloc républicain, non? Et c'est eux qui désignent le candidat Patrice Talon comme candidat. Il faut arrêter ces moqueries institutionnelles. Nous allons finir la première partie de l'émission, mais avant, actualité oblige, nous allons vous permettre de dire un mot sur l'élection présidentielle aux États-Unis. On est tous en train de se réjouir comme si le monsieur habite avec nous ici à Pampan ou bien... Mais il faut remarquer une chose. Ce qui, moi, me frappe, c'est que nous, les Africains, là, nous sommes tellement traumatisés par les élections présidentielles. Quand un candidat dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle, quand un président dit qu'il est candidat, on commence tous à avoir peur. Parce qu'on sait qu'il y aura des morts, parce qu'on sait qu'il y aura ça. Donc, quand un président en exercice est battu par son adversaire, on est tellement euphorique, comme si c'est nous qui avons voté pour la personne, comme si c'est nous qui sommes allés faire campagne pour la personne. Le type a été élu. C'est la victoire. Il est démocrate comme vous. Ah bon. Et il est bègue en plus, hein. Il est bègue comme moi. Donc, c'est peut-être prémonitoire, on ne sait jamais. Hein? Souhaitez-nous ça pour les démocrates. Donc, ce que je veux dire, le type a été élu, c'est la victoire de leurs institutions. C'est la victoire de la démocratie. C'est la victoire du respect de la décision des urnes. Là-bas, c'est le président qui crie à la fraude. Chez nous ici, oh, mais vous êtes sûr même que le président connaît déjà son score aussi. Mais on se tape même le luxe d'avoir des 3e, 4e, 5e mandats. Donc, j'ai compris en fait l'euphorie
des populations africaines surtout. Il faut voir, c'est les populations africaines qui sont le plus contentes parce qu'elles ne voient pas ça dans leur environnement politique. Elles ne voient pas un président qui échoue. Mais au Bénin, on a vu ça 2 fois. C'est vrai que le président Yahi n'était pas candidat, mais son candidat a échoué en 2016. Vous pensez que ça risque d'arriver en 2021? Je vous ai dit tout à l'heure, non? La seule chance pour le pouvoir, quiconque parmi eux, la seule chance pour le pouvoir de ne pas perdre le pouvoir s'il y a une élection, c'est d'exclure tout autre candidat. Sinon, je vous jure que même vous qui êtes là, si vous avez 40 ans aujourd'hui, si on décide de battre campagne pour vous, vous allez les laminer dès le premier tour. C'est leur seule chance d'exister sur la scène politique. Nous allons à présent aborder la deuxième partie de l'émission. Arnaud? Oui, nous allons beaucoup plus parler de vous. Ah, on n'a pas assez parlé de moi là depuis. D'accord. On a surtout parlé beaucoup politique. Mais là, je ne fais que la politique au Bénin. Je n'ai pas d'autres activités au Bénin. Mes activités économiques sont hors du Bénin. Justement. Parce que je ne veux pas faire de mélange de genres. Et si on commençait par là, que faites-vous en dehors de la politique qui vous permet d'être à l'aise que de refuser d'être payé après avoir rendu service à l'État? J'ai un travail. Je n'ai jamais considéré la politique comme un travail. J'ai eu la petite chance d'avoir évolué dans une famille qu'on peut dire politique. Mon papa a été le fondateur du plus grand parti du septentrion, on va dire ça comme ça. Le Phare Alafi a été créé par mon père et certains amis à lui. Donc, j'ai suivi son parcours politique. Il était fonctionnaire. C'est suite à des bisbilles avec son ministre de l'époque qui se sont décidés à créer un parti politique. Pour leur première expérience, ils étaient opposés. C'était un parti d'opposition. Ils étaient opposés au pouvoir de l'époque, la Renaissance du Bénin. Ils sont allés aux élections pour leur première expérience politique, alors qu'ils étaient traités de syndicats de pauvres par le président Soglo. À l'époque, de syndicats de pauvres, ils sont allés aux élections, ils ont eu 12 sièges sur les 83 qui existaient, en tant que parti sans alliance. Ils ont eu 12 sièges. 2 ont été invalidés pour des questions d'antériorité, de résidence au Bénin, ainsi de suite. Après ça, il a été ministre du Développement rural. Donc, j'ai un peu eu la possibilité de voir ce qu'il y a autour de ces fonctions. Je n'ai jamais souhaité devenir fonctionnaire de l'État parce que justement, j'avais en mauvaise expérience celle de mon père qui avait été malmené parce qu'il était fonctionnaire. S'il était dans le privé comme moi, il aurait pu aussi être un peu plus libre que... Et parlez-nous de ce que vous faites dans le privé. Je suis juriste. J'ai une partie de mon métier dont je ne peux pas faire publicité parce que je conseille des hommes d'État. Je ne peux pas aller fanfaronner sur le fait que c'est peut-être moi qui ai proposé un projet dans tel pays, qui est proposé à un ministre ou à une personnalité de tel pays, telle chose. Donc ce que je faisais ici pour le ministre d'État du Plan, je le fais pour beaucoup d'autres personnes. Nous sommes d'une génération où c'est nos camarades qui sont ministres dans certains pays. C'est moi qui refuse au Bénin, sinon... Vous auriez vu mon nom aussi, je vous ai dit, il y en a plein qui ont essayé de me proposer. Je lui rends témoignage jusqu'à demain. Ok? Il essaye. Mais c'est moi qui ne veux pas. D'accord? Donc, il y a cette partie de mon travail-là que je ne peux pas rendre publique parce que c'est la discrétion qui fait justement que je suis recommandé ça et là. Maintenant, les autres aspects de mon travail, c'est ce que tout le monde sait que je fais. Je suis spécialiste dans les questions de financement d'entreprises, les questions de partenariat public-privé. Donc, j'ai des clients, que ce soit des institutions publiques, que ce soit des institutions privées, que j'accompagne. Et j'ai d'autres activités économiques aussi que je fais, un peu plus dans le commercial. Par exemple, une flotte de taxis, une flotte de véhicules de livraison, de véhicules de location. Des choses que je fais dans d'autres pays que le Bénin parce que je me suis donné comme leitmotiv de ne rien faire économiquement au Bénin qui puisse être en porte-à-faux, surtout que nous connaissons aujourd'hui ce qui se passe. J'avais commencé mes activités, ce n'est pas aujourd'hui. Donc je me dis, je continue mes activités. Président de la République, est-ce que vous avez renoncé également au salaire, aux avantages de la fonction? Moi, Nouroudine Saka Saleh, je vous dis, quelle que soit la fonction que je vais occuper dans mon pays, je ne toucherai pas 1 centime de l'argent public. Je peux le toucher et le reverser à une œuvre caritative. Parce qu'en tant que président de la République, qu'est-ce que vous dépensez vous-même? Tout vous est payé. Absolument tout. Tout vous est payé. Tout, absolument tout, tout vous est payé. Vous voulez un mouchoir, c'est payé en kilos. Mais après, il faut préparer la retraite. Même si, dans une mesure donnée, la loi également... Quand vous avez un travail et que vous accédez à une fonction politique de ce niveau-là,
Après, vous n'avez même plus besoin de quoi que ce soit parce que vous devenez une personne ressource. Demandez combien aujourd'hui Barack Obama est payé à chaque fois qu'il vient prendre un micro pour s'exprimer dans une conférence donnée. Quand vous avez un travail, cette inquiétude que vous avez ne peut frapper que ceux qui ne savent rien faire de leurs 10 mains et de leur tête et qui trouvent en la fonction politique un échappatoire et la source de leurs revenus principaux. Si vous avez un travail, même si vous êtes nommé une journée à une fonction donnée, ça ne peut que vous apporter un bonus par rapport à ce que vous saviez faire déjà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si votre nom à lui seul ne vous donne pas une stature donnée, ce n'est pas une fonction qui va vous la donner. Combien d'anciens ministres on a au Bénin? Combien d'anciens présidents d'institutions on a au Bénin qui ne peuvent pas faire quelque chose dans le privé? Ils sont nombreux parce qu'ils ne se sont pas attelés au préalable à faire quelque chose. Vous avez un métier. Vous avez un métier. Demain, si vous devenez conseiller de quartier, si vous devenez maire d'une ville, si vous devenez ministre, ça va vous apporter un plus par rapport à ce que vous faites. Ça va grandir vos ambitions et votre carnet d'adresse s'en trouvera enrichi et vous allez vous servir de cette fonction comme tremplin pour arriver à des aventures un peu plus grandes. Donc, je vous dis, je suis quelques fonctions que je pourrais occuper. Et je vous dis encore une fois, ce n'est pas très difficile d'occuper une fonction en République du Bénin. Ce n'est vraiment pas difficile. Il suffit de fermer sa bouche et d'applaudir. Non, mais pas toujours. Non, mais je vous dis, on a bien vu des personnes qui ont été nommées sans... Nous allons essayer quand même de vous découvrir un peu plus côté famille. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur vous? Joker, je suis père de famille, hein. Je suis père de famille, je vis tout seul au Bénin, ma famille n'est pas là, mes enfants ne sont pas nés au Bénin. Combien d'enfants? C'est des questions que je juge un peu personnelles. Ok, c'est des questions personnelles. Je suis père de famille, tout le monde sait que j'ai des filles, donc je trouve que c'est pas très utile à savoir. Et pourquoi vous laissez la famille en dehors du Bénin? Ma famille ne vivait pas au Bénin. Je ne vivais pas au Bénin non plus. Quand j'ai décidé de rentrer d'Europe, j'ai déposé mes valises au Togo avec ma famille. Ah voilà! Vous voulez qu'on parle de réforme? Ah oui! Non. Oh là là, Seigneur! Ça là, c'est un ballon d'or que vous venez de me donner. Vous voulez parler de réforme? Non. Permettez-moi de rendre témoignage. Vous voulez parler de réforme? Moi, je vais vous dire que un pays qui m'a séduit par son silence, sans tapage, mais qui réussit des choses qui nous sont présentées ici comme réforme, c'est le Togo voisin. Si vous voulez savoir ce que c'est que la promotion de la femme, allez au Togo. Le taux d'entrepreneuriat féminin est le plus grand de nos pays francophones. Le taux d'entrepreneuriat féminin. Allez au Togo si vous voulez savoir ce que c'est que la promotion politique de la femme. Le Togo n'a pas eu besoin de fanfaronner qu'ils vont faire la promotion de la femme avant que la présidente de l'Assemblée nationale soit une femme. Que le Premier ministre soit une femme. Ministre de l'énergie, une femme et jeune. Ministre de la Défense, une femme. Secrétaire général du gouvernement, une femme. Pourtant, ils ne nous ont pas bassiné les oreilles avec le fait que la femme doit être promue et qu'il faut mettre ça dans la Constitution. Allez au Togo si vous voulez voir ce qu'on appelle infrastructure routière. Allez au Togo si vous voulez voir ce qu'on appelle investissement direct étranger. Apparemment, le Togo, ça va être le Nigeria nous enjambe. Non, j'ai déposé mes valises au Togo quand je rentrais en Afrique. La démocratie. Donc, vous savez que... Le Togo, au moins, a des opposants à l'Assemblée nationale. Votre pays, le Bénin, a réussi l'exploit. Il faut applaudir le Bénin. À ne avoir aucun opposant à l'Assemblée nationale. Parce que les partis d'opposition n'avaient pas à l'élection. On n'est pas en mesure de donner des leçons de démocratie au Togo aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Togo nous montre ce qu'on appelle volonté politique. Ils n'ont même pas parlé de réforme là-bas. C'est de la volonté politique qu'est venu ce que je vous cite là, en termes de promotion de la femme, en termes de promotion du genre. On dit souvent que les acteurs de l'opposition, bien souvent, qui organisent en tout cas divers mouvements, n'ont souvent pas leur famille au pays. Les enfants souvent toujours à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai demandé, mais pourquoi Noureddine Saka Saleh, votre famille est toujours à l'extérieur? La seule marche qui a été autorisée pour les partis d'opposition, c'était, je crois, en novembre 2018. J'y ai participé personnellement. Je pense que tout le monde m'avait vu. Les drones ont zoomé sur moi, ainsi de suite. Mes enfants ne sont pas nés au Bénin. Mes enfants, la plus grande a 12 ans, la seconde a 9 ans.
ne sont pas nés au Bénin. Alors, Mes enfants, c'est des petits-enfants. Quand vous êtes au Bénin, Oui. que vous mangez, vous, de façon un peu plus... Que mangez-vous béninois? Je suis Bariba. Je suis Bariba par mon père. Je suis Peul par ma mère. Donc, le matin et 10 fois par jour, je peux vous manger l'igname pilé. Avec le fromage Peul, avec la viande de mouton, avec la viande de cabri. Mais je peux vous manger aussi le boma 10 fois par jour. Je peux vous manger le sauce breakwing qu'on prépare dans le mono 10 fois. Parce que j'ai grandi un peu à Lokossa. Hein. J'ai fait Komé, j'ai fait Lokossa. J'ai eu la chance que mon papa était affecté souvent. Ça a beaucoup joué même sur notre enfance parce qu'il était tout le temps en train d'être baladé pour des raisons politiques, ainsi de suite. Donc on a vécu à Kétou, on a vécu à Ilara, proche de Kétou. On a vécu à la frontière, on a vécu un peu partout. Donc, mon alimentation est variée. J'ai la chance que je travaille un peu dans plusieurs pays, donc mon alimentation est totalement variée. Puisque vous êtes seul, quand vous venez au Bénin, vous vivez seul. Qui vous fait la cuisine? J'ai un cuisinier. J'ai un cuisinier au Togo, j'ai un cuisinier au Bénin. En Europe, c'est moi qui fais la cuisine. Je cuisine comme une femme. Hein. Ah bon? Mieux que certaines femmes même. Bon, il fut un temps où c'était un moyen de drague en Europe. Hein. Quand vous mettez un joli tablier, vous faites la cuisine, ben, elles tombent toutes comme des mouches. C'est comme ça que j'ai réussi à séduire celle qui est ma compagne aujourd'hui. Ah bon? Et que j'ai réussi à lui asséner 2 enfants. Justement, vos enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de votre activité politique? Ou vous n'en parlez pas du tout avec eux? Ah si. Ah si. On en parle beaucoup. Elles me suivent quasiment tout le temps. La plus grande a 12 ans, comme je dis. Donc, elle a accès aux médias qui sont sur le web. Elle vous regarde même en ce moment-là. Elle regarde ce qu'on dit en ce moment. Elles interviennent. Pendant même la campagne en 2016, elles étaient là avec moi. Elles étaient là, ma famille était là, donc elles me suivaient parce qu'il était important. Il était important que mes enfants sachent que je ne suis pas absent pour m'amuser. Il était important qu'elles sachent ce que papa fait. Elles voient papa prendre les avions tout le temps, voyager. Certaines fois, quand je vais travailler dans certains pays et que ça coïncide avec leur période de vacances, je loue une maison et elles me suivent. Toute ma famille me suit pour que dans l'esprit de mes enfants, mon absence n'est pas une absence de complaisance, mais pour leur avenir. Je suis au Bénin aujourd'hui, pas parce que j'ai envie ou que j'ai un intérêt particulier à vivre au Bénin. Comme j'ai dit, je ne tire pas mes ressources du Bénin. Au contraire, je suis consommateur au Bénin, je dépense ce que je gagne ailleurs au Bénin. C'est parce que je me dis, mes enfants sont français, je ne suis pas français. J'ai refusé de demander la nationalité française, bien que j'en ai les pleins droits. J'ai refusé de devenir français parce que je me dis, je suis béninois et ça me suffit. Votre femme est française? Oui, elle est française, ma femme. Elle est française, donc on n'est pas mariés. Hein. Je ne suis pas marié, mais nous vivons depuis des années. Donc, du coup, je me dis, je veux que la satisfaction que j'ai quand j'atterris dans mon pays, cette sensation-là, je ne la ressens nulle part au monde. Et Dieu sait que j'ai atterri dans beaucoup d'aéroports, dans beaucoup de pays, que mon pays, le Bénin, il faut être honnête, ne pourra jamais rattraper. Ok? Ah, jamais? Non, il faut être réaliste sur certaines choses. On peut y arriver. Le Bénin ne sera jamais comme le Qatar. Le Bénin ne sera jamais comme les Émirats Arabes Unis. Il faut être réaliste. Non. Le Bénin continue. Non. Le Bénin est le Bénin. On ne peut pas comparer, en fait, 2 pays qui n'ont pas la même histoire. Le Bénin est le Bénin, les États-Unis sont les États-Unis. Mais rattraper en termes de développement, c'est... Non, il faut laisser ça tomber. Il faut laisser ça tomber. Nous allons trouver. On ne va pas rattraper. Qui vous dit qu'on ne va pas faire mieux? Ok? Le Bénin est le Bénin, les États-Unis sont les États-Unis. Chacun a son histoire et son développement. Le Bénin va trouver sa voie de développement. Quand on pense à développement, qu'est-ce qu'on pense naïvement? On pense à modernisme. Mais le modernisme n'est pas le développement. Vous aurez beau aller mettre à Zobadje ou bien à Banizou des immeubles de 15-20 étages, si les personnes ne peuvent pas aller se soigner dans les hôpitaux, quand est-ce que vous allez parler de développement? Si les personnes là-bas ne peuvent pas aller à l'école, il n'y a pas de développement. Donc on confond souvent le développement au modernisme. On parle de nations développées, mais qui vous dit, avec la crise aujourd'hui du Covid, que nous ne sommes pas en meilleure posture que ces pays-là? Nous n'avons pas le même niveau économique, mais peut-être qu'avec un peu d'effort, nous aurons une qualité de vie qui sera meilleure à la leur. Donc c'est une question en fait, ne comparons pas le modernisme avec le développement, c'est 2 notions complètement séparées. Donc je vous dis, la sensation que j'ai quand j'atterris au Bénin, quand je viens au Bénin, je ne la ressens nulle part parce que c'est ici que mon nombril, c'est ici que mon placenta est enterré. D'accord? Donc c'est l'attachement à ma terre qui fait que je vis au Bénin. Et je veux que mes enfants aient le même sentiment d'appartenance dans mon pays.
qui est leur pays. Mes filles sont Bariba, elles sont Peul. Elles sont juives aussi par leur mère, mais elles sont Bariba et Peul. Donc, du coup... Elles arrivent à s'exprimer dans votre langue, le Bariba? Certaines fois, elles prient avec moi. Je suis musulman, elles prient avec moi des fois. De temps en temps, on parle. C'est vrai que ce n'est pas évident. Le Bariba, c'est la plus compliquée de mes 3 langues locales. Je comprends Dendi, Bariba et Peul. Le Bariba, c'est la plus compliquée parce que c'est une langue où il y a toutes les déclinaisons comme en allemand. Donc, c'est un peu plus difficile de parler le Bariba quand vous n'êtes pas dans un milieu Bariba. C'est pas facile de parler. Donc, elles comprennent certains mots. Elles ont des prénoms Bariba. La première s'appelle Nyon, la deuxième s'appelle Bona. Elles ont des prénoms de princesses, mais il faut faire un rituel pour les faire intégrer dans la sphère princière des Wasangari. Donc, tout ce que je fais au Bénin, c'est en me disant, je voudrais quand même voir ceux que je côtoie tous les jours changer de statut. Je voudrais quand même voir, parce que d'une manière ou d'une autre, la difficulté de la vie des autres nous touche aussi. Je vis dans un quartier, comparativement à ceux qu'on ramène d'Europe, qui ne savent pas ce que c'est que le Bénin, qui ne vivent pas, qui ne savent pas les réalités, et qui habitent dans les quartiers, elles vivent ainsi de suite, et qui ne savent pas ce qui se passe à Pangpang, qui ne savent pas ce qui se passe à Djegounlé. Comment vous voulez que ces personnes-là qui viennent, parce qu'étant au chômage en France, on les ramène ici, ils ont des voitures de fonction, ils ont ci, ils ont ça. Comment vous voulez qu'ils ne disent pas que le Bénin, c'est un pays heureux? Ils vont vous dire que le Bénin, c'est le meilleur des pays parce qu'ils viennent et ils ont des situations qu'ils ne peuvent jamais avoir là d'où ils viennent. Monsieur Donc, Saga Saleh, quel est votre plus grand défaut? Moi, je suis quelqu'un qui ne plie pas les chines. Des fois, on me dit qu'il faut savoir plier les chines, mais je ne sais pas le faire. Je ne plie pas les chines, je ne me laisse pas dicter ma conduite par quelqu'un. Je préfère assumer les conséquences des actes que je pose. Ça ne peut pas arriver au moment où on peut se dire quand même qu'il faut reculer, on peut se tromper, on n'est pas... Je me trompe, j'assume les conséquences. Je me trompe, j'assume les conséquences. Les échecs font partie de la vie. Les échecs font partie de l'expérience de vie. Les échecs font partie de l'apprentissage de la vie. Je ne plie pas les chines. Et je me donne les moyens de ne pas plier les chines devant quiconque. Parce que vous pliez les chines devant un homme, c'est que vous n'êtes pas croyant. Je suis fortement croyant, je n'ai de crainte que d'Allah. Si vous commencez à avoir peur d'un être humain, c'est que vous n'avez plus la foi en Allah. Est-ce que vous arrivez de commettre un acte ou ce n'est pas une erreur que vous souhaitez corriger si aujourd'hui vous demandez si on vous ramenez dans le passé, vous auriez pu corriger? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on commet sans préjuger qu'elles puissent faire du tort à certaines personnes, sans préjuger qu'elles puissent nous faire du tort à nous-mêmes. Mais j'estime que ce sont des erreurs qui sont, comme le dirait la Sénat, mineures, quoi. C'est des erreurs mineures. Mais sinon, en termes de... Il y a certaines choses qui sont prédestinées pour arriver. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en le destin, il y a certaines choses qui sont prédestinées. Vous ne pouvez pas échapper à un destin. Si quelque chose vous arrive, quel que soit le malheur qui vous arrive, mais que vous êtes encore debout, c'est que c'était prédestiné à vous arriver et à vous apprendre quelque chose. Donc j'apprends beaucoup plus de ce qui se passe que de dire j'aurais pu changer. Si je pouvais changer quelque chose, j'aurais empêché mes parents de mourir. Est-ce que par exemple, avec le recul, après votre départ du ministère du Plan, est-ce que vous avez des regrets? De quoi? D'avoir parti. D'être parti du LCC. Parce que je n'ai pas autre chose à faire que d'être enfermé dans les bureaux. Dans ma vie privée de professionnel, j'ai une vie plus palpitante que d'être enfermé dans le bureau en tant que conseiller. Et la fonction de conseiller est frustrante, vous savez. Vous faites des propositions techniques qui ne sont pas retenues, certaines fois pour des raisons politiques. J'ai eu beaucoup de désaccords avec le ministre d'État sur des projets. J'ai eu beaucoup de désaccords sur le projet Bénin Taxi, sur d'autres projets, sur le leasing et tout ça. Mais ce sont des choses qui sont frustrantes parce que ce n'est pas ce que le professionnel que je suis connaît comme pratique. Sur le leasing, par exemple, qu'est-ce que vous avez pu reprocher? Le leasing faisait partie des propositions que moi-même j'ai faites dans le projet de société du candidat ABT depuis 2011. Et le leasing, ce n'est pas ce qu'on voit là. Oui, quelle est la différence? Ce n'est pas moi qui vais venir dire au gouvernement comment corriger ça. Mais ce qui est là, on reproche beaucoup. Parce que vous avez suivi le chef d'État qui s'est défendu par rapport... Il s'est défendu parce qu'il y avait une bonne raison de se défendre. Que les professionnels du secteur, que ceux qui sont en train de travailler au gouvernement là pour le leasing, viennent dire la vérité sur le leasing. Qu'est-ce que vous aviez proposé en son temps? Moi, j'avais proposé le leasing comme une possibilité de réduire les dépenses en matière d'acquisition de véhicules.
Le leasing, ça se fait comment? En termes simples. C'est la flotte, c'est le nombre de véhicules. Il n'y a que les entreprises et les institutions d'une certaine envergure qui ont recours au leasing. Et c'est cette mutualisation des efforts qui font que, par exemple, les sociétés de leasing ouvrent cela au privé. Il est imbécile, idiot, d'acquérir un bien qui se déprécie avec l'usage. Ok? C'est pas intelligent d'acheter une voiture parce que dès que vous utilisez la voiture, elle se déprécie avec l'âge. Une maison prend de la valeur avec le temps. Mais une voiture se déprécie avec l'usage. Et l'administration, la manière dont nous utilisons nos véhicules dans l'administration, c'est d'une des manières les plus irrespectueuses possibles. Et on sait tout ce qu'il y a autour comme... Donc le leasing devrait permettre en fait à l'État de payer un loyer. Mais on ne dit pas que le leasing c'est de payer le tarif de la location chaque jour multiplié par 30. Ce n'est pas ça un leasing. C'est une escroquerie. On n'arrive pas à vous suivre. L'État achète des véhicules qu'on met à la disposition qu'on met à la disposition de l'administration sur un certain nombre de temps. Et on estime que c'est mieux qu'on achète d'autres véhicules, qu'on achète des véhicules. Et que, le leasing, ce n'est pas acheter les véhicules. To lease, en anglais, ça veut dire louer. Donc, l'État, vu la puissance de l'État, l'étendue des activités de l'État, on peut louer les véhicules à des entités. Maintenant, le premier problème que je trouve, est-ce que la concurrence est respectée? Est-ce qu'elle est transparente en matière de location de véhicules ici au Bénin? Ça, c'est la première question qu'il faut poser au gouvernement. Selon vous? Est-ce que ce n'est pas un monopole qui est organisé? Je ne sais pas. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que Nouroudine Saka Saleh peut aller au ministère des Finances, poser des questions et qu'on lui réponde? Pourquoi pas? Les députés posent des questions. Est-ce que les gens répondent? Les citoyens posent des questions. Des camarades à vous se sont mis ensemble, des enseignants, des jeunes activistes, ont posé une question à l'Assemblée nationale sur la question, je ne sais pas de quoi. C'était une dépense ahurissante. Est-ce que l'Assemblée a fait le respect de poser cette question orale au gouvernement? Non. Donc, il y a certaines choses. Je dis, vous êtes journaliste, allez vous renseigner sur le niveau de concurrence par rapport au leasing. Le problème, c'est la concurrence. Je ne sais pas s'il y a une concurrence. S'il y en avait, on le saurait. Ok? Je ne sais pas s'il y a une mise en concurrence objective. Ensuite, quel est le critère de sélection? Quel est le prix qui est pratiqué? Est-ce que vous avez une idée du prix qui est pratiqué pour le leasing? Normalement, c'est un loyer. On ne vous dit pas de payer 10 000, 10 000, 10 000 par jour pendant 30 jours. Non. Si vous louez une voiture à 10 000 francs par jour, ça c'est les locations saisonnières. Pourquoi il y a location saisonnière et il y a leasing? Le leasing, c'est un loyer que vous payez comme une maison où vous louez. Et c'est en ça que l'avantage comparatif est intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses, pendant que même j'étais en interne, que je contestais. Parce que ce n'était pas cela, la pratique professionnelle que moi, je connaissais. Donc, il n'y a, mais aucune espèce de regret. D'abord, je ne gagnais rien au ministère du Plan. Je ne gagnais rien, je ne gagnais pas 5 francs. Et je n'avais pas besoin de cette fonction-là pour m'accomplir moi-même. Benin Taxi, qu'est-ce que vous avez suggéré à l'époque? Mon principal reproche à Benin Taxi, c'était que ça allait tuer l'initiative privée préexistante. Aujourd'hui, est-ce que l'histoire me donne raison, oui ou non? Africab existe encore? Non. Soft Taxi existe encore? On en voit quelques-uns. Merci. Et j'avais prédit aussi que Benin Taxi allait mourir. Mais vous avez suggéré, vous avez proposé, vous avez quand même soutenu ce projet, vous avez pensé. Non, non. Au moment où ça devait aller à l'opérationnalisation, je me suis retiré du processus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que je connais de la pratique. On ne crée pas une activité concurrente au privé en tant que gouvernement, alors qu'on sait qu'on n'a pas l'obligation de dédouaner les véhicules, alors que les privés, eux, dédouanent leurs véhicules. Qu'est-ce que vous avez souhaité par rapport à Benin Taxi là? C'est trop tard. Moi, je n'ai rien à proposer à Benin Taxi, ils n'ont qu'à continuer leur histoire. Alors, on va conclure sur cette question-là. Quelle est votre figure politique? Cette figure que vous admirez le plus au plan national? Amoussou Bruno. Pourquoi? Depuis toujours, c'est un monsieur d'une intelligence rare. Mon père m'a toujours présenté Amoussou Bruno comme un monsieur d'une intelligence rare, je l'ai découvert. C'est quelqu'un avec lequel j'éprouve du plaisir jusqu'à aujourd'hui à échanger. Nous avons des discussions assez souvent. Bien que nous soyons adversaires politiques aujourd'hui, je le considère d'abord comme un père. C'est l'une des figures politiques qui m'a le plus marqué au Bénin. Deuxièmement, il y a Sakakina Jérôme pour sa combativité, c'est mon cousin. Sa combativité politique. Ça, ce sont mes modèles politiques. Ok, au Bénin. Je n'ai pas de modèle politique à l'étranger, je ne connais que les Béninois. Le modèle politique, Bruno Amoussou est président d'un parti que vous connaissez très bien. Oui, oui, absolument, oui.
Est-ce que vous lui soufflez parfois que... Absolument pas, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Il a souhaité que vous rejoigniez. Non. Ils me connaissent, ils connaissent mon éducation, ils connaissent mon orientation. Ils savent que je suis loyal à mes convictions. Le danger de toujours changer d'opinion politique, c'est souvent quand vous n'avez pas votre opinion politique. Quand vous êtes quelqu'un qui travaille pour un autre homme politique, vous n'avez pas votre opinion politique. C'est ce qui fait que la transhumance est souvent très forte parmi les jeunes, dans la jeune génération, parce que ce n'est pas vos opinions que vous portez. Moi, j'ai toujours porté mes opinions. Donc, ils connaissent mes opinions. Je les décline, je les déclare publiquement. Ils savent, ceux qui me connaissent ne peuvent pas me faire le manque de respect de me demander de rejoindre un parti politique parce qu'ils savent qu'on ne choisit pas pour moi. Je choisis là où je vais aller. Personne ne m'avait dit de soutenir Biochane. Personne ne me l'a demandé. Il a remarqué mes capacités, il m'a approché, il m'a proposé de l'accompagner. Je l'ai fait à titre gratuit. Donc, Léa dit aussi, pareil. Il m'a approché, il m'a proposé, j'ai suivi. Je n'ai de compte à rendre à personne. Hein. Personne. Donc, aucun ne m'a fait l'irrespect de me dire de rejoindre son parti politique parce qu'ils savent que si je ne suis pas quelque part, c'est parce que je n'y serai pas ni aujourd'hui ni demain. Noureddine Saka Saleh, nous venons au thème donc, de cette émission. Quel est votre dernier mot pour conclure? Je suis très content de me retrouver aujourd'hui en train de parler sur le média télé, web, TV. Parce que j'ai suivi un peu votre évolution. Du tout début, j'ai admiré ce média web à cause de la capacité de fouineur de la majorité d'entre vous. Vous, Koshimo, on a des discussions assez houleuses par WhatsApp. Je vous rudoie certaines fois parce que j'attends de vous souvent une certaine capacité d'analyse élevée au commun des mortels. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez un rôle d'éducation. Donc ce que vous dites, les mots que vous utilisez conditionnent l'esprit de vos lecteurs, conditionnent l'esprit de vos auditeurs. Un scandale est arrivé par votre journal. Le scandale de pardonne-le, pardonne-les. Vous êtes dans votre rôle en tant que journaliste. Ok? Je ne vous en voudrais jamais d'utiliser l'audience de quelqu'un, d'utiliser la personne de quelqu'un pour attirer de l'audience sur votre média. Ok? La manière dont les gens ont voulu traiter cette histoire, je me suis dit, votre rôle en tant que média doit dépasser même le rôle de l'information, mais celui de l'éducation. Je suis très content aujourd'hui de me trouver sur un média TV. C'est la preuve en fait que vous êtes en train de grandir. Je n'aurai pas de mots de fin comme les autres hommes politiques, non. Je veux vous féliciter, vous. Surtout cette maison qui est celle de Ignace Sossou, sans diminuer qui que ce soit parmi vous. Arnaud, je le connais depuis un moment, on échange assez souvent. Toi aussi, Paul Arnaud, tous les autres et tout ça, je vous connais et je suis un peu ce que vous faites au jour le jour. J'apprécie votre capacité en fait de fouiner. Et c'est ça qui fait votre singularité, c'est ça qui fait que vous continuez à exister encore. Je vous encourage à continuer dans ce sens. Quelle que soit la rudesse de l'environnement dans lequel nous évoluons actuellement, où c'est beaucoup plus la privation et la restriction des libertés, surtout de presse, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre cela, vos collègues sont dans des difficultés. Un parmi vous a été injustement et arbitrairement arrêté, deux parmi vous. La première fois, c'était Parfait Folie. J'ai assisté à cela, je l'ai d'une manière ou d'une autre fréquenté pendant qu'il était en prison avec Donatien Djeglé. J'estime personnellement qu'aucune erreur ou aucune faute journalistique ne mérite qu'on prive quelqu'un de liberté. Envoyer quelqu'un en prison alors qu'il n'a pas violé, alors qu'il n'a pas tué, c'est détruire sa vie, c'est détruire sa capacité tout au moins pendant le temps où il est enfermé. J'estime qu'il n'y a pas de possibilité pour nous de continuer à tolérer en fait que vous qui êtes de la presse continuez à souffrir en fait des envies de restriction, des envies de vous mettre au pas. Et je suis content aujourd'hui de me retrouver sur un plateau pour une première émission que vous faites où c'est du direct et je vous ai dit en venant. Quand vous m'avez sollicité, je vous ai dit, je ne vais que sur des émissions qui sont en direct. Parce que je suis prêt à assumer ce que je dis jusqu'au bout. Des médias qui ne peuvent pas faire du direct parce que nous sommes dans un environnement où tout est restreint, où tout est contrôlé, millimétré. Moi, franchement, je n'appelle pas ça média. Donc, je vous félicite. Mon mot de fin sera de vous encourager à continuer dans ce sens. On grandit. On grandit. Vous êtes en train de grandir. Je salue, je tire chapeau bas à toute votre équipe, à tout ce que vous faites. Et Inch'Allah,
Je souhaite qu'un jour, un dirigeant soit beaucoup plus regardant sur la condition des médias. Parce que ce sont des emplois que vous créez. Vous avez un emploi aujourd'hui parce que Bénin Web TV existe. Vous avez un emploi aujourd'hui aussi parce que, je ne sais pas si vous êtes encore à Fraternité ou autre, mais moi je rêve un jour que vous soyez tous patrons de médias. Parce que les médias participent à l'éducation sociale, politique, citoyenne dans la nation. C'est pour ça que j'insiste souvent. Je vous rudoie souvent parce que je dis, vous avez une obligation d'être même plus cultivé que moi. Parce que vous êtes ceux qui recevez beaucoup de personnes. Moi, je ne parle pas à tout le monde. Vous, vous parlez à tout le monde. Vous parlez à tous les bords. Donc, vous avez une obligation d'être beaucoup plus cultivé que nous. Donc, je suis beaucoup plus sévère à votre égard quand je vois que, par exemple, vous avez des légèretés dans le traitement de certaines informations parce que je me dis, mais regardez le poids des médias, le pouvoir des médias. Les médias ont suspendu la déclaration du président des États-Unis et ont révélé que c'était des fausses informations qu'il diffusait. Au Bénin, quelqu'un peut le faire? Un média au Bénin peut suspendre une allocution du chef de l'État sans se retrouver en prison? Donc, je vous encourage en fait à continuer. Je vous encourage à continuer. C'est mon mot de fin pour vous. C'est de vous souhaiter de grandir encore plus que ça. Que Bénin Web TV devienne incontournable. Pour le moment, vous êtes encore un peu timidement hors de Cotonou. Je vous souhaite de grandir encore plus que ça. Et je souhaite la même chose à tous les autres médias qui font comme vous. Reporter Bénin Monde, Awisi Web TV, tous les web médias. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au cœur de l'évolution contemporaine de tout ce qui est médiatique et de tout ce qui est média. Continuez comme ça, je ne peux que vous encourager à aller encore plus loin. Longue vie à Bénin Web TV. Merci. Nouroudine Saka Saleh, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. C'était le premier numéro de Dimanche Tout est permis. Vous l'avez compris, tout a été dit sans embâche. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour le second numéro. Votre challenge, ça sera de trouver des gens qui sont prêts à dire tout ce qu'ils pensent réellement.